Messieurs, dames, j'espère que vous allez tous très très bien pour cette 64e émission des décryptages. Comme d'habitude, je suis avec mon fidèle acolyte Joe. Comment tu vas cette semaine? Bah écoute, super bien, hein. On s'est un peu fait chier cette semaine, à part un peu sur les Memecoin, sinon le marché a pas bougé, j'ai l'impression. Par contre, on a beaucoup de news. Et puis voilà, qu'est-ce que toi t'as fait? On a eu pas mal de news cette semaine, une semaine assez calme mais pourtant intéressante. On le verra dans la partie des news. On a quand même mine de rien, pas mal de trucs à discuter, que ce soit chez nos côtés institutionnels, que ce soit même du côté de la macro, de la TradFi, il y a plein de trucs à voir. Ça a été une semaine très riche parce que on ne sait pas trop sur quel pied danser. Je vois à la fois des messages, enfin j'ai vu un message d'inquiétude dans le chat pour commencer, on va pouvoir en discuter. Et pour autant, je pense que la situation n'est pas si pire, donc ça va être intéressant de pouvoir en discuter ensemble. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent, bien entendu. Hop. Bon, on peut faire un point là-dessus si tu veux. Je pense qu'on peut commencer tranquillement par un petit point sur ce qui s'est passé cette semaine. Hop. Moi j'avais fait récupérer. J'ai envoyé un petit tweet disant que BTC, la dernière fois qu'il était à ce niveau-là, ETH était à 2400. Donc on réalise peut-être pas que... C'est vrai que BTC il a une sale gueule, hein. On va se l'avouer. Mais BTC a pas le une reste, très ça va. belle tête. Ouais. Tac. BTC a pas une très belle tête, mais pour autant, on va voir hein, que c'est pas vraiment dramatique. Enfin, en tout cas, pour vraiment être inquiet à l'horizon sur le reste de l'année, il en faut, encore une fois. Mais pour le moment, tout va pour le mieux. On va récupérer les Regarde datas. ETH par exemple, il est beau, je trouve. Enfin, tu me Ether, diras. on le verra. Mais de toute façon, en ce moment, j'ose le dire, il vaut mieux avoir de l'Ether que du BTC. Oui. Je le dis, hein, je Oui. le pense, et je le pense sincèrement. Je pense qu'il vaut mieux avoir du BTC que de l'Ether, parce que je trouve que Ether est structurellement mieux, plus haussier que BTC, et que ça permet de se positionner, quand on veut garder une exposition au marché sur des trucs relativement safe, vu même ce qui se passe du côté option, il y a, même sur les options, un positionnement institutionnel plus fort du côté d'Ether que BTC. On met un peu BTC au placard pour privilégier de l'Ether, voire même du Sol. Je vois qu'on en parle dans le chat. On va en parler justement de Solana aussi, du côté institutionnel. Ça prend petit à petit. Mais en tout cas, pour le moment, de l'Ether face au BTC, pour moi, ça fait largement sens. Je trouve que c'est même plutôt bon signe pour des assets très à risque que sont les alts. Et comme dit Darko, c'est vrai que j'ai oublié, mais la semaine dernière, on était Oh putain. sur de l'opium max, hein. Et je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, mais après, on dit à chaque fois, on parle du moment, un moment T, après il peut se passer plein de choses, mais je sais pas, il y a eu quelque chose qui a break la tendance. Il y a, alors c'est très intéressant, on a fait le live dimanche, on a fait le pic au top dimanche, hein, comme ça c'était réglé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a eu plein de trucs, il y a des whale BTC qui ont commencé à vendre, plus quelques inquiétudes du côté macro. Je vous montre un petit peu, je vous fais défiler les derniers chiffres qu'on a eu. Il y a des inquiétudes avec des gros guillemets, parce qu'en vrai de vrai, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Ça c'est encore une autre question, mais du côté de Hop, c'était plutôt dans les derniers jours, tac tac tac, on avait eu des inquiétudes sur les prix. Je vois les gens qui disent mais l'inflation repart, l'inflation ne se calme pas, c'est dramatique, on n'aura jamais de baisse de taux, etc. etc. Alors que la semaine dernière, on avait quand même eu un discours de Powell qui était au contraire tout à fait positif en nous disant que bon, bah là, vu comme ça, grosso modo, ça a l'air d'aller. Moi, si je regarde les prévisions de baisse de taux, que ce soit sur le FedWatch et sur Polymarket, alors je sais que, enfin, si je vais sur Polymarket maintenant, je vais retrouver les mêmes datas, tac tac tac, faites décision. En septembre, on est sur du pricing de baisse de taux, et il n'y a aucun débat, même avec les derniers chiffres qui sont un peu moins bons, qui vont un peu moins dans notre sens. On a quand même eu un discours de Powell qui était très très ouvert à la baisse de taux. C'est ce qui avait notamment permis d'avoir une très belle réaction haussière sur les marchés. Donc je pense qu'il en faudra un peu plus que ça pour qu'on n'ait pas de baisse de taux. Qu'est-ce que...
J'ai pas lu. Déméter, il est vraiment revenu, quoi. Non, rien. Oublie, c'est un fou, c'est le fou du CETA. Ah, ok. Ok. Tu peux continuer. y a pas de souci. Et du coup, je disais que même sur la fin de l'année, on est toujours dans notre scénario de 2, peut-être 3 si jamais c'est nécessaire, mais on est majoritairement sur 2 sur le reste de l'année. Donc pour le moment, c'est le statu quo depuis le début de l'année. On avait 2 en prévision et on est toujours à 2 en prévision. Il n'y a pas grand-chose de plus de ce côté-là. Et de toute façon, c'est comme on le répète, la baisse de taux c'est pas binaire, c'est pas une baisse de taux égale bien et pas de baisse de taux égale pas bien. Tout dépend le contexte dans lequel on se place, évidemment. Tac. Moi, j'ai 2 takes pour expliquer cette baisse. Il y en a peut-être une que tu vas pas trop aimer, mais je partage. Tu me diras ce que t'en penses. On est là pour en parler. J'ai vu un tweet qui disait que c'était aussi peut-être un relâchement face au fait qu'on est sûr d'avoir une baisse des taux et que du coup il y a un peu une sorte de pire relâchement. Celle-là, je pense que peut-être ça fait une partie de la baisse, mais c'est pas vraiment ça. Par contre, si tu regardes ça, j'ai trouvé ça assez rigolo que sur le total face au SP, alors le total qui prend en compte évidemment les stablecoins et tout ça, il faudrait l'épurer, mais en tout cas, on a fait un ATH qu'on a ravalé tout de suite. Et je me suis dit, peut-être que c'est un peu ça aussi, tu vois, c'est un peu une correction en mode on n'est pas prêt à faire l'ATH face au SP, tu vois. Après, très honnêtement, est-ce que vraiment il y a des inquiétudes à avoir Non, je vais juste passer sur mon écran. Paf. Il est vraiment beau. On va dézoomer, hein, mais... Alors oui, sur le court terme, on est d'accord, bizarre l'ambiance. Bizarre l'ambiance. De toute façon, c'est pas nouveau. Depuis qu'on a en fait fait ce mouvement-là, déjà, depuis ce mouvement-là, il y a un truc qui est bizarre. C'est pas pour rien que j'étais en mode, bon bah les gars, juste on va quitter les positions, on va voir ce que ça donne. Parce que cette réintégration de range, de toute façon, elle était déjà en elle-même bizarre. Enfin, là, il y avait déjà des trucs particuliers. Donc, déjà, à partir de là, il y avait des questions à se poser. Bon. Maintenant, BTC, si on passe en 3 jours, on peut passer... tac. Est-ce que j'ai pas des charts où il y a moins de trucs? On va se mettre comme ça. On a toujours, structurellement, no higher high en weekly. Du moment qu'on ne perd pas ici, j'ai envie de dire, tout va pour le mieux. Donc, c'est-à-dire sous les 100 000, grosso modo. Perdre les 100 000 et venir ici, sous ce dernier lot, ça nous validerait quand même un sacré... En fait, ça viendrait quand même nous break la structure, et derrière, c'est quand même compliqué de repartir d'un seul coup. Je dis pas que c'est pas impossible, parce qu'il y a un excellent exemple qui est Ether, qui nous a fait ce M-Top Weekly horrible, ignoble, et qui, juste en l'espace de 9 mois, l'a complètement annihilé. Donc, c'est pas dramatique, même si on y va, mais juste que dans les configurations de marché dans lesquelles on est, ça montrerait quand même un gros signe de faiblesse. On viendrait perdre vraiment les dernières zones, hein, je vous les montre, hein, ces imbalances qu'on a laissées à 102 000, à 106 000. On a même nos moyennes mobiles daily, hop, ici à 100 000. Donc en tant que tel, c'est pas dramatique. Mais par contre, ça viendrait quand même nous casser notre structure et ce serait beaucoup plus compliqué d'aller imaginer un ATH ensuite sur BTC. Mais en tout cas, dans l'immédiat, je ne serai pas le premier bearish. Et de toute façon, vous avez Ether qui, lui, est juste en tendance pour le coup. Qui est juste... hop, structurellement, il vient de retester son tunnel 4 heures ici. Hop. Et à chaque fois qu'on fait une touchette, en tout cas sur les 3 dernières touchettes ici, on tient, on est toujours en tendance. Donc on peut même considérer que Ether, et c'est pour ça que je dis que Ether est beaucoup plus intéressant à hold que BTC maintenant, c'est que en fait même quand on prend le THBTC, on est juste dans une trend haussière pure, où on a même notre tendance en 1 heure qui fait le travail, ici, ici et ici. Donc ça n'ouvre pas, bien entendu, enfin, ça n'empêche pas une correction plus profonde. On a toujours ce support ultra important des 4000 sur Ether, qui pareil, si on venait à les perdre, bizarre, très bizarre l'ambiance, mais dans l'immédiat, j'ai pas vraiment d'inquiétude. Je pense qu'on est juste rentré dans une phase un peu molle de marché. On a même des alts qui se tiennent relativement pas si mal. On va pas utiliser des mots trop forts, mais on a déjà vu pire sur des corrections similaires. Donc juste,
Ça prend le temps que ça prend. Est-ce qu'on va passer une première quinzaine de septembre un peu dramatique juste avant le speech de Powell à la mi-septembre? Peut-être. Néanmoins, je ne considère pas ça comme particulièrement baissier. Enfin, même quelconque peur. Je pense même que c'est des plutôt bonnes zones d'achat. Juste, ça demande le temps de s'exprimer. Mais même si tu regardes le Total 3 versus BTC ou même le Others, franchement, ils sont pas dégueux. Hein. Je suis assez étonné, c'est vraiment pas ce que j'attendais. D'ailleurs, on a vu, je sais pas si t'as vu, on a vu tout le monde sortir pile quand Picsou a dit qu'il commençait à sortir. Donc on verra. Lui, il était plutôt bearish, mais je sais que il est aussi biaisé dans le sens où, de toute façon, lui, il a fait son cycle. Il part de toute façon comme un roi. Donc je m'inquiète pas pour lui. Mais et puis, je comprends aussi. Puis en plus, les gens vont retenir quoi du tweet? C'est Pix qui nous dit bizarre l'ambiance. Mais dans son tweet, je rappelle quand même que son scénario, pour qu'il se ressente à l'aise dans le marché, ce serait juste qu'on aille reflip les 113. On verra, les 113 sont là. On verra sur la T, oui, les 113, c'est la zone dans laquelle on va avoir envie de retourner et de les défendre ensuite. Après, quelle tournure ça prendra? Est-ce qu'il faut aller faire ça, puis ça? Est-ce qu'il faut faire ça, et après on explose la zone? Peu importe. On verra ça sur la T, mais il faut... Même Léo qui dit bizarre l'ambiance, il est en mode... si jamais BTC fait ça, c'est pas très loin BTC 113, hein, c'est à côté, mais juste il est en mode j'attends, et Bellec, ce qui se passe. Tout à fait. Tac. Ouais, plein de messages que j'ai loupés. Oups. Tac. Je vois que ça parle de WLFI aussi sur Hype. Tac. Je vois que ça pose des questions aussi sur les différences de prix entre L-Bank et Hype. Très honnêtement, moi je vous le dis. Hein, s'il y a un prix à prendre en compte, c'est celui sur Hype. C'est plus liquide, c'est on-chain, c'est... Bref, c'est mieux. Désolé, du coup, ça vous enlève un peu d'opium pour ceux qui sont rentrés. S'il y en a un des deux qui doit être considéré comme vrai, c'est celui sur Hype. Après, encore une fois, si ça se trouve, le truc se lance et ça monte direct à 0,68 et voilà. D'ailleurs, on va en parler de ce qui s'est passé sur Hyperliquid, sur les deux pré-market du XPL et du WLFI, une histoire assez rocambolesque. Hop. Tac, ouais. Parfait. Faites pas attention au fou qu'il y a dans le chat, hein. C'est le modo d'Iril. Je sais pas pourquoi il est venu ce soir. Oh putain, il va être insupportable. Ah d'accord, tu t'en es occupé. Tac, parfait. BTC, il est quand même à plusieurs années du rendement du livre là, tac. Mais de toute façon, en fait, qu'est-ce qu'on a là à l'heure actuelle? C'est une période qui... Je le répète, encore une fois, l'histoire ne présage pas du futur. Bref, vous connaissez l'adage, c'est pas ça ce que je veux dire, mais c'est quoi déjà le historique return? Hop. Pas un truc qu'il faut prendre au pied de la lettre, mais on entre dans la période où septembre, c'est pas généralement des mois particulièrement très bons. Pour plein de raisons, mais maintenant ça peut être la première quinzaine, si ça se trouve, et de toute façon, je ne considère pas particulièrement qu'on est baissier, juste pour le moment c'est un peu mou, et il faut juste rester calme, rester chill, et si on est positionné, j'ai envie de dire, en tout cas pour le moment, j'ai pas de quoi me mettre à vous dire les gars, faut tout vendre, mais je pense même, je me suis repositionné un peu sur certains alts, même. Alors, un poil tôt, du coup, mais c'est pas dramatique quand on regarde des structures en daily ou en weekly. On peut pas avoir le bottom, c'est comme ça. Maintenant, j'attends de voir ce que je peux faire pour améliorer les zones et voir ce que ça donne. Mais selon moi, la configuration dans laquelle on était quand on a fait le live la semaine dernière, c'est grosso modo un truc similaire où en fait les alts ont quasi pas bougé en fait. Quand on prend, je monte le Others BTC quand même. Hein. Parce que, non mais c'est clair que ça overreact de fou, je trouve. Hein. Je rappelle, si le Others BTC c'est quand même une belle uptrend quoi. Mais si les gens ils ont, tu sais, des low cap ou des mid cap, évidemment que ça marche beaucoup. Mais les high, enfin
tout cas les grosses caps, les trucs vraiment forts, ils ont pas tant morflé en réalité. Je pense qu'il y a un peu de ça. D'accord. C'est les trucs qui ont très performé, qui ont pris très cher, et les trucs qui ont pas trop performé, qui sont juste relativement flat. De toute façon, on verra ça sur la T, mais quand on regarde, on est juste dans des grosses consolidations sur plein d'alts. Même alors Tao qui tire un peu la gueule, mais on a vu pire. Encore une fois, ça va pas beaucoup changer depuis la semaine dernière. Sur les alts, en vrai, on a quasi pas bougé. Je dis quasi pas. Maintenant, sur les grosses caps, c'est un peu différent. Il faut zoom out un peu, faut regarder un peu en weekly et pas tout le temps sur du 4 heures. Voilà, on reste zen, c'est normal. Tac. Macro est pas assez bonne à mon sens pour que la hausse continue. Je serais moyennement d'accord, et le marché serait moyennement d'accord. On a quand même des conditions... Des conditions macro, on va le voir dans la partie des news. J'ai un petit tweet de Thomas là-dessus, peut-être que je peux le retrouver rapidement, mais où en fait on est dans les mêmes... Enfin, on n'est pas dans des conditions particulièrement pires que fin 2024, en fait. On est même largement mieux souvent dans les conditions de marché. Est-ce que je vais retrouver ça? Un truc comme ça. Hop. On est même sur des... Alors ça, c'est Financial Condition Index, plus c'est bas, mieux c'est, grosso modo. On voit que on est même quasiment... On revient sur les niveaux de 2021 en termes de conditions financières, quoi. Quand on prend son indicateur à Thomas, qui prend plusieurs trucs de stress, il prend le VIX, il prend le VIX des obligations, il prend aussi le niveau de liquidité. On a des conditions qui sont juste dans le vert et qui s'améliorent. On a même, on pourrait reprendre les comparatifs de taux entre les taux sur les obligations et les taux sur les entreprises qui sont même très très bons. On a très confiance dans l'économie, grosso modo, c'est un peu le truc. Et de toute façon, il y a un SP500 qui a ses ATH, il y a un or à ses ATH, ça montre qu'on n'a pas confiance dans le dollar non plus. Le dollar se fait exploser, c'est plutôt cool pour nos actifs à risque pour le coup. Donc non, je dirais pas que les conditions sont dramatiques, loin de là. Je pense même qu'elles sont plutôt correctes. Tac. Il y a Sekiro qui dit: j'ai l'impression que la TH Loot n'était pas du tout organique, mais pump par les grosses entités pour prendre leurs profits. Je suis pas sûr qu'on puisse manipuler un marché aussi gros que BTC si facilement, surtout sans perdre de l'argent. Pardon? Manipuled. Ouais, manipuled. Non, en vrai, moi, je suis pas d'accord. Enfin, je pense pas que ce soit ça qui ait fait pump BTC. C'est juste un marché, il a besoin de corriger. Les gens sont sortis. D'ailleurs, on a une news là-dessus. C'est normal, c'est classique. Et puis en plus, c'était un niveau qui était très attendu, les 120 pour le coup. Il y a des gens qui en parlaient depuis très très longtemps, comme Vincent Gann par exemple. C'était en fait une target pour beaucoup de gens. Donc classique. D'ailleurs, on a un gars qui est sorti quasiment au top, Potter, je sais plus comment. Potter, il est sorti comme un roi. Il a dit: moi j'ai ma target, je me barre, ciao les nazes. Et juste trop fort, quoi. Trop Putain, il va louper BTC à 1 million dans les 6 prochains mois. Oh non. Ouais, à mon avis, il va en rentrer. Il est. Un coup dur. C'est un sorcier. Tac. Ok. Est-ce que vous avez abordé le plasma? Ah merde, vas-y. C'est le Bitcoin de 2013 écrit. Je clique. Bah ouais, ça a la même tokenomics. Donc c'est logique. Donc ça ne peut que faire pareil. Ça me semble tout à fait logique. Moi, j'évite les débats maintenant avec Tao parce que c'est trop compliqué. Déjà, c'est de l'IA de base. En plus, comme c'est un proof of work, ça rajoute une couche de complexification. Donc, je ne m'aventurerai pas dans ce genre de débat. Mais c'est très intéressant, cela dit. En tout cas, ça fera pas des triards dans quelques années, je ne pense pas. Faut se calmer là-dessus quand même. Vous avez vu la vidéo de Victor sur le Subnet Rich qui casse tout. Vous en pensez quoi pour Tao? J'ai pas vu la dernière vidéo de Victor. Je regarde pas toutes les vidéos de Victor. Je regarde une de temps en temps quand le sujet m'intéresse plus. J'ai pas vu. Possible que ce soit très intéressant, possible que ce le soit pas. Pour le coup, je peux pas plus en parler. Vous avez abordé Plasma, on en a parlé la semaine dernière. Ouais. Lancement qui se fait demain, du coup, en même temps que le WLFI. Ça va être intéressant à voir. C'est ça, je me trompe pas, les deux se lancent demain? Je sais pas du tout. Je dis ça. Je dis ça parce que ça me semblait être ça, mais si je dis peut-être que c'est pas ça, mais il me semblait avoir entendu et lu que c'était ça, mais bon, voilà. Les deux vont être intéressants, les deux sont très hauts dans les pré-market, enfin très hauts. Pas une
comment, c'est pas un jugement, genre il peut aller encore plus haut que ça, mais disons qu'ils ont très très bien monté. Le XPA, il est à x20 de la public sale, enfin de la public sale, de quand les gens pouvaient entrer. Ouais, il a 1$, donc c'est ça. Hop. Tac, je vais réduire un peu ça. Ça continue de monter, ça fait son bout de chemin. Et WLFI, pareil. Il est en fois, du coup, il était en fois. C'est combien qui sont rentrés 0,05? Donc entre x40 et x8, selon les rangs dans lesquels vous êtes entrés. Donc ça va être 2 lancements intéressants. J'irai pas en acheter au lancement, évidemment, parce que c'est des trucs où il y a beaucoup de profits. On n'est pas dans des conditions de marché qui sont spécialement très très bonnes, dans le sens où on peut se dire que bon, allez, on y va, et puis de toute façon on est bullish, donc on y va, et puis c'est pas grave, ça va monter avec le reste. Je mettrai quand même quelques petites pincettes, si jamais vous souhaitez en acquérir. Puis WLFI, je comprends, parce que c'est juste le nom Trump derrière. Plasma, c'est beaucoup d'attentes. C'est un projet qui est peut-être sexy sur la narrative, mais qui a besoin d'adoption. Donc on va voir s'ils y arrivent. C'est plus dur en réalité. Créer un projet sexy, c'est pas si dur. Avoir de l'adoption et de la distribution, c'est ça le plus dur. Absolument. Donc on suivra. Absolument. Eh bien écoutez, messieurs, dames, je propose qu'on commence avec les news. Tac. Allez, let's go. On avait même quelques petits trucs. Tac. On avait aussi tout un débat sur. Je viens de reprendre les petites notes. On avait aussi tout un débat sur le côté institutionnel, Joe. Tu m'avais montré ce tweet. Alors attends que je reprenne le bon. Hop, c'est celui-là. Hop. De Sam, de Crypto Sam. De Messaré, qui disait que la TradFi n'allait pas utiliser notre infra, donc ce qui est existant, et qu'ils allaient construire leur propre infra directement. Et ça, c'est alimenté évidemment par les news autour du Layer 1 de Google. Layer 1 qui, comme beaucoup de trucs instit, seront sûrement permissionnés, qui seront sûrement limités. Ça n'a peut-être pas pour but de créer des tas de shitcoins et de permettre à tout le monde de l'utiliser, etc. Mais peut-être plus pour mettre de la data entre fournisseurs, pour mettre tout type de data, pour blockchainiser tout type de trucs dont ils ont besoin. C'était quoi ta take là-dessus? Moi, je pense que ce sont pas des enfin, ils vont créer un petit peu le réseau de distribution qu'on n'a jamais eu et qu'on n'aura peut-être jamais, c'est-à-dire avoir... En fait, eux, ils ont accès à tout le monde. Tu vois, Stripe, ils ont tout le monde. Google, ils ont tout le monde. Il y avait qui? C'est qui l'autre déjà le troisième? Tac. Circle, moi, ils ont pas encore tout le monde, mais ils ont un très bon réseau de distribution aussi. Et je suis en train de me dire petit à petit, et c'est un truc qui me fait un peu peur parce que moi, je crois dans cet écosystème. J'ai peur qu'en fait ces solutions-là développent la blockchain dont on avait imaginé avec toute l'adoption et que nous on se retrouve un peu comme Tor par rapport à Google, c'est-à-dire un réseau qui est certes plus décentralisé, plus responsable, qui a été fait par nous, mais qui peut juste pas rentrer en compétition avec un Google, quoi. Et ça, ça ferait nous les nerds face à la démocratisation de quelque chose. Et en réalité, c'est possible parce que actuellement on est dans un écosystème qui est juste trop lent, trop... à la base, on est toujours des nerds. Alors, vous avez beau être ultra nombreux, ultra actifs, ça c'est pas le problème. Mais il faut se rendre compte qu'on reste quand même dans une bulle qu'on a. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années, grosso modo, que les gens essayent de les onboard. Un peu moins si on parle de smart contract, de wallet, etc. Mais disons 7-8 ans dans ces eaux-là. Et pour le moment... on n'y arrive pas en fait. Avec les rails actuels, on n'y arrive pas. Et c'est peut-être des entités comme Google, comme Stripe, comme Circle qui peuvent créer des trucs beaucoup plus retail. Je me souviens aussi quand on avait parlé de quand c'était la SEC qui voulait lancer je ne sais plus quel type de rail, etc. Où je disais que c'était entre guillemets bearish pour les trucs actuels parce que ça montre juste qu'on a beau se toucher la nouille sur tout ce qui existe, grosso modo ça n'avance pas plus que la veille. Donc ça va être intéressant à suivre. Je ne serai pas particulièrement défaitiste sur ce qui existe à l'heure actuelle, mais ça pose question. Moi, je pense que c'est à suivre comme dynamique. Et évidemment, on sera là pour en parler. Après, là, je regardais je regardais le tableau et j'ai l'impression qu'en fait, c'est beaucoup, enfin, quasiment uniquement, c'est des layers 1 de paiement. Enfin, ça va juste servir de couche de liquidité. Donc, voilà. Après, si à la base...
Oui, à la base, c'est logique. Hein. Après, à la base de la base, il n'y a pas beaucoup d'usages qui ne sont pas des paiements. Hein. Quand on y réfléchit, il y a beaucoup de... Parce que même de l'investissement, c'est des paiements. La spéculation, ça reste du transfert. Il n'y a que la DeFi qui est un peu un cas à part, mais la DeFi, elle a ces gros problèmes que peu de gens ont en tête, mais qui existent quand même, de ne pas faire de sous-collatéralisation, de ne pas permettre l'effet de levier on-chain, on ne peut pas leverager son argent comme on le fait en TradFi, parce il faut mettre le collatéral en face et on n'a pas d'autres moyens à grande échelle pour le faire maintenant en crypto. Donc les rails de la DeFi, même actuellement, sont encore assez modestes, mine de rien, même s'ils grossissent. AAV reste léger par rapport à ce qui se fait en TradFi, et c'est pas mal de le dire, il faut le reconnaître, et on peut que se réjouir de ce qui se passera pour la suite. Hop. Tac. Eh bien, écoute, hop. Tac. Je propose qu'on passe directement avec les petites news de cette semaine. Tac, tac, tac. Hop, je vais reprendre tout ce qu'il me faut et je vais commencer avec 2-3 petits points macro. Alors, est-ce que j'ai perdu Ah non, voilà. Hop, je voulais commencer du coup en parlant de ce qui se passe autour de la Fed, du dollar, des baisses de taux, etc. Pourquoi est-ce que on peut considérer que c'est pas si dramatique qu'on arrive peut-être dans un moment où on peut s'attendre à plus de baisse de taux, etc., même pour l'année de 2026, ce qui pourrait entraîner un marché aussi un peu plus long que ce qu'on a en tête pour le moment. C'est tout simplement le fait que Trump est en train de essaye de virer au maximum les anciens gouverneurs de la Fed, qui sont en tout cas pas pro-Trump, plutôt démocrates, pour les remplacer par des gouverneurs plutôt pro-Trump et qui iraient du coup dans plus de sens de baisse de taux. Ça pose évidemment des questions sur la neutralité de la Fed et sur ce qui s'y passe. Néanmoins, si on venait à avoir le remplacement de Lisa Cook et d'autres gouverneurs de la Fed par des républicains, ça pourrait entraîner une majorité. Je ne sais plus c'est quoi le ratio, faudrait revérifier, mais je crois que c'est pas très loin d'être majoritairement républicain pro-Trump du côté de la Fed, et on peut considérer que des pro-républicains vont être en mode il faut des baisses de taux, les data, nanana, etc., etc. Ça reste à prendre avec des pincettes, mais du côté de la TradFi, enfin du côté de la Fed, il y a des choses qui se passent qui peuvent nous amener vers plus de baisses de taux pour 2025 et plus. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver un autre tableau que j'ai vu en off juste avant de commencer le stream. On a la SEC qui... alors, pourquoi est-ce que je parle de la vidéo de la SEC? Alors, on va dire tout le monde s'en vend, tout le monde s'en vend. Ce qui est, en tant que tel, n'est pas forcément faux, mais il y a un truc qui est intéressant dans la vidéo et que je pense qu'il faut que tout le monde intègre, parce que je pense qu'on l'a pas très bien intégré encore. C'est quand même que la SEC vient nous dire qu'il faut créer des super apps, donc des espèces de brokers multi-assets, où en fait les cryptos sont placés. Alors j'aimerais bien mettre pause, j'arrive pas à mettre pause, bon c'est dramatique, bon je fais défiler, vous regardez, où les cryptos sont mis à côté des trucs qui ne sont pas des cryptos. Genre c'est pas juste, les gars il y a la crypto dans une case à part, c'est en mode, les gars il y a la crypto et les autres actifs, et il faut faire une super app où tout est échangeable directement. La SEC nous parle évidemment d'autres trucs. Là, je voulais juste vous montrer le parallèle qui est fait entre les deux. Mais ça, c'est dingue, hein. C'est ouvrir la crypto au monde, quoi. Enfin, moi, je trouve ça particulièrement positif. Alors oui, on sait que la SEC, évidemment, elle est partie dans les rails crypto, qu'elle veut faire en sorte que ce soit plus démocratisé, mais je pense que c'est quand même bon de se le rappeler et de se le remettre dans un coin de sa tête, parce que c'est quand même assez fou. Goku, enfin pas que Goku, mais le tweet de Goku qui nous parle de Pantera Capital qui va devenir une Solana Treasury Company. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur Solana, de ces entreprises qu'il fallait pour Solana une Treasury Company, et quoi de mieux que Pantera Capital qui est ni plus ni moins qu'un asset manager crypto et fonds d'investissement crypto, qui va lever 1,25 milliard de dollars pour devenir une Solana Company, enfin Treasury Company.
qui sera rebaptisé Solana Co. J'ai trouvé ça plutôt intéressant pour ce 4e larron qui est Solana et qui ne bénéficiait pas encore de l'aura d'un très gros acteur institutionnel qui ferait une treasury compagnie. On avait pour le moment que des petites initiatives. Et je finirai cette partie en vous montrant le dashboard de Blockwars sur les treasury compagnies. Il y avait quelque chose que tu avais montré sur X, je crois, Joe. C'est justement ce petit encart que vous voyez à gauche, que je vais zoomer un petit peu, sur les détentions. Je crois que c'est ça. Hein. Non, c'est le volume. Ah non, c'est le volume. Tac, pardon. C'est le volume des différentes treasury compagnies. On voit que évidemment ça a commencé par Bitcoin. Ether a pris quasiment le lead, ou en tout cas se chamaille avec BTC pour savoir qui se fera manger le plus par les instituts. Et on voit tout en bas le petit Solana, et c'est 2-3%. On a même parfois 5, parfois 7%. Donc on a tout de même une rotation, tu en parlais sur X, Joe, cette rotation de liquidité même, enfin en tout cas pas de liquidité, mais c'est cette rotation d'appétit pour aller vers petit à petit du BTC, de l'Ether, du Sol et que sais-je encore, ce qu'on créera comme treasury compagnie pour les prochains mois. En fait, ma take, elle est simple, c'est que ces gars-là, ils sont pas plus cons que nous, ils ont les mêmes envies que nous, c'est de bénéficier de chaque vague. Et si jamais ils ont l'opportunité de faire de la rotation sur Sol, ils vont le faire. Et nous, on va suivre. Et je pense juste que c'est un peu une sorte de boost sur la rotation. Je pense pas que ça retire la rotation comme certains le disaient. Mais on verra. En tout cas, on pourra suivre en 4K grâce à Blockworks. Et ça, je trouve ça très, très stylé. Voilà. Moi, j'ai le weight PE ratio sur Hyperliquid. Tu vas adorer ça. C'est une sorte de ratio entre le prix et les revenus, mais qui est weighted, qui est pondéré par la supply. Donc c'est plus pertinent, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, le prix, même s'il est beaucoup plus haut qu'avant, il est sur un ratio de SWPE à peu près similaire au bottom qu'on avait en avril où le prix était à, je sais plus, 9-10 $. Donc en fait, c'est juste que Hype a certes beaucoup augmenté en market cap, mais il a aussi beaucoup augmenté en revenus. Si vous allez faire un tour sur les revenus, c'est assez clair. Il y a des jours où il nous fait du 6-7 millions, ce qui était impossible avant. Et du coup, on se retrouve avec un actif qui redevient, pas sous-valorisé, mais en tout cas valorisé de manière plus fair. Et je pense que ça, malgré que les gens disent que on s'en fout des revenus pour un prix, je pense que ça joue beaucoup aussi, en tout cas pour des institutionnels un peu plus éduqués, qui ils vont s'arrêter à quand ton SWP est beaucoup trop haut, et ça c'est plutôt un signe qui est où tu es potentiellement proche d'un bottom, si en tout cas on reste dans un cycle aussi, bien évidemment. Si on part en baisse, de toute façon tout le monde va baisser, Hype aussi. Voilà. Autre chose, on a Zora. Il y avait des gens qui disaient que oui, la liquidité sur Zora, elle est incroyable, il y a tellement de liquidité. Et je trouvais le post de Serpentax très très cool. Ça m'a cassé la tête, donc je vais pas vous casser la tête non plus. Mais pour grossièrement, en fait, c'est juste que Zora utilise une autre façon de calculer la LP. Donc c'est un calcul simple d'habitude. Eux, ils utilisent ce qu'on appelle du multicurve. C'est hyper complexe, mais en tout cas, c'est une version optimistique de la liquidité qui n'est pas vraie. En fait, il y a une partie de la liquidité qui n'est pas là, qui est bloquée. Voilà. Donc voilà, c'est pas vraiment viable. C'est très malin de leur part, et c'est quelque chose qu'on va devoir de plus en plus, je pense, parce que c'est aussi cool de l'utiliser, mais c'est juste que ça donne de fous calculs sur la liquidité. Donc voilà. Pour ceux qui veulent se casser la tête, vous cherchez le Doppler Curve, Doppler Protocol, voilà, c'est eux. Et voilà, vous allez apprendre des trucs. Intéressant. Juste pour rebondir sur les revenus, comme ça on peut les montrer toujours sur le dashboard de Skewga. On voit qu'en avril, enfin entre avril et mai, entre mars et mai plutôt, le Hyperliquid faisait seulement, j'ai envie de dire, 1 million de revenus. Oh là là, que d'anciens chiffres. Alors qu'aujourd'hui, on ne passe pas une journée sans taper les, à minima 2-3 millions, et généralement les week-ends ça a tendance à baisser aussi, mais on va à minima dire 2-3 millions pour pas dire 4, et on voit aussi le forecast que vous pouvez voir là, qui est tétanisant, hein. C'est-à-dire qu'à la croissance actuelle, Hyperliquid devrait faire en moyenne
6 millions par jour d'ici février. Encore une fois, c'est compte tenu des conditions de marché, c'est toute chose égale par ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un marché haussier, qu'on est toujours avec des actifs en croissance, etc., etc., parce que si on part en bear market, les volumes vont aussi drastiquement baisser parce que l'appétit spéculatoire va être beaucoup plus réduit. Donc voilà, c'est en prenant les conditions actuelles de revenus, de marché, etc. Mais c'est pour vous montrer la croissance assez dingue qu'il se passe du côté d'Hyperliquid. On dit spéculatif, hein. On dit pas spéculatoire. J'ai dit spéculatoire, pardon, c'est spéculatif, pardon. Je voulais enchaîner du coup avec cette petite take sur les ETF. Alors, c'était lié au tweet de Boubou aussi ici qui disait que, bon, grosso modo, on allait seulement les actifs liés aux ETF allaient monter. À la base, le poste de Dark Force devait plutôt se mettre en disant que les volumes ETF sont ridicules, etc. Mais en vérité, les volumes ETF, on va plutôt faire une take inverse ici. Les volumes ETF sont plutôt les sauveurs enfin, les sauveurs sont plutôt une excellente chose pour le coup. Vous avez en jaune clair derrière les volumes des futures. Donc ceux-là, il faut un petit peu les oublier parce qu'ils ne sont pas représentatifs d'un volume réel, c'est pas de l'achat spot, c'est pas de la détention, etc. etc. On va plutôt regarder ici entre les ETF et les volumes spot classiques, on voit que les volumes ETF, en réalité, sont à minima 50% de ce que fait le volume spot, mais surtout que si on revient un petit peu dans le look back, en regardant dans le passé, on voit surtout que en partant de rien, depuis en fait début 2025, où on a des volumes spot qui ont drastiquement réduit sur les marchés normaux, en fait on a les volumes ETF qui eux sont restés quasi flat, voire légèrement haussier, mais on va dire à minima flat, ce qui montre que l'appétit instit, il est beaucoup plus élevé que l'appétit retail, que le retail, il s'est fait dégoûter en début d'année, et il est pas revenu, il veut pas, les volumes sont pas là, et j'ai trouvé cette stat plutôt intéressante. J'ai une théorie qui est très rigolote. Tu sais, quand on disait, tout le retail disait ça, c'est les ETF, c'est notre exit liquidity. Quand ils vont arriver, on va sortir. Imagine, ils nous ont pris à revers, ils ont fait un marché où on se fait chier, ils sont en train d'accumuler comme des cochons, et après, bah, ceux qui sont sortis, ils vont revenir, ça va être l'exit. Voilà. Oh non, manipuled. Oh non, on s'est fait manipuled. Encore. Oh non. Ouais, on se manipule de partout de toute façon. Oh là là, c'est la deuxième fois en 2 ans on est manipulé. Oh non, terrible, terrible. Et il y a 93 ETF en attente, nous dit Siker. Alors, j'ai pas vérifié l'info, mais en tout cas, ça ne m'étonne pas. Et je pense que si déjà... la saison il y a, ce sera à partir de là aussi. Il y en a déjà 11-12% qui sont dédiés, ne serait-ce qu'à Solana. Donc, ok. Voilà. J'ai hâte. Ça va être puissant quand ce sera là. Donc des réponses entre octobre, novembre. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose, un pricing à acheter avant? On sait pas. Bref, on sait pas. Bref. Hop. Vas-y, je te laisse enchaîner. On a Capmoney qui a dépassé. Alors, du coup, la news est vieille, il faudrait vérifier, ça fait déjà 5 jours. Mais en tout cas, ils ont dépassé les 67 millions, ce qui est, ça allait très très vite. Capmoney, moi je vous conseille. D'ailleurs, j'ai fait une interview avec Fluid là cette semaine. Il a cité 2 projets, je crois. Capmoney s'en faisait partie. Donc voilà, c'est parce que c'est vraiment intéressant. On vous fera de toute façon une petite interview, un petit dossier là-dessus. C'est vraiment un projet intéressant. Qui utilise du coup Eganeer pour le coup. Autre chose, on a. Ah putain, oui. J'ai oublié que c'était moi qui m'a coltiné celle-là. On a Trump Media Group qui lance une stratégie pour acquérir 6 milliards de CRO. Donc voilà, pour devenir une trésorerie en CRO. C'est terrifiant. Je suis quasiment certain que c'est une poignée de main bien serrée sous le bureau entre CRO, entre Crypto.com et Trump, parce que Crypto.com, on les connaît, c'est des fourbes. Bref, terrifiant. Le CRO a explosé. Et il y a un moment où faut se le dire. CRO, il explose. WLFI, il explose alors qu'ils sont terrifiants dans ce qu'ils font. En fait, tout ce qui touche à Trump, c'est de la spéculation, c'est débile. C'est un meme coin en fait. Faut le considérer comme un meme coin. Et si tu fais de l'argent avec ça, bah, tant mieux en fait. Tant mieux. Et il faut juste considérer qu'une partie de ce cycle, comme les précédents, faut pas se mentir, est complètement con. Sauf que cette fois, c'est le président des États-Unis qui fait que c'est con. Ce qui est assez drôle d'ailleurs. Bref, voilà, un truc un peu plus jovial, un peu plus motivant.
On a Wildcat, qui est un très bon projet que j'avais mis en avant il y a longtemps parce que je trouvais que c'était innovant, qui font du prêt sous-collateralisé. Il faudrait que je remette le nez dedans parce que j'ai un peu oublié tout, mais je trouvais ça très intéressant. Comme tu disais, justement, c'était un problème de la DeFi que eux potentiellement règlent. Je crois que c'est parce qu'ils utilisent. Bon, là, je vous en parlerai un jour, je ferai un bon dossier. Et du coup, ils vont sur Plasma et je trouve ça très cool, déjà pour eux. Mais aussi, en fait, ça prouve que Plasma, ils sont pas juste là pour prendre les grands noms et dire venez, on est big. Ils sont là pour mettre les petits en avant parce qu'ils ont aussi pris Fluide. Ils n'ont pas pris n'importe qui, ils ont pris Fluide. Et voilà, c'est une volonté. En fait, c'est une preuve qu'ils maîtrisent quand même leur sujet, qu'ils prennent les bons acteurs et qu'ils sont là potentiellement pour build quelque chose de long terme, j'espère. Après, la tokenomics est effrayante, tout ça, mais voilà. Je trouvais ça assez cool pour les deux acteurs. Complètement. Ça va être très intéressant à suivre. Hop. J'enchaîne du côté de cette news que vous avez tant vu, je pense, la semaine dernière, le fameux GDP américain on-chain. Magnifique. On se dit c'est quelque chose de zinzin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la blockchain? Grosso modo, ils ont fait quoi? Ils ont blockchainisé un PDF. Voilà. C'est pas une vanne, c'est marqué là. C'est juste le hash du PDF et ce PDF là c'est le rapport du Q2 2025 sur le PIB. Donc ils ont blockchainisé un PDF. C'est bien joué, enfin j'ai envie de dire c'est pour ça que la blockchain sert à la base, hein, c'est un stockage immuable. Moi au début je me suis dit que ça se trouve c'était peut-être un truc d'oracle, je sais pas, c'était peut-être un truc en temps réel sur le tracking du PIB, etc. Pas du tout. Il s'agit juste d'un PDF. Donc j'ai trouvé la disproportion du relais de cette news en mode c'est quelque chose de zinzin absolument dantesque par rapport au fait que c'est vraiment un PDF sur la blockchain. Ce qui n'en demeure pas moins intéressant que la SOC, que la BEA, pas la SOC, la BEA. Le blockchainise, néanmoins il s'agirait de doser sur l'importance de certaines news. J'enchaîne avec Robinhood qui a tokenisé 4,7 millions grosso modo de stocks on-chain. Alors on a l'impression que c'est beaucoup d'argent, c'est en réalité peu, mais c'est mieux que zéro parce qu'il faut quand même en parler. Il faut quand même se rendre compte que c'est déjà 10 fois moins que StocksFi. Est-ce que je vais retrouver le dune de StocksFi? Je ne vais pas le retrouver maintenant, dommage, mais StocksFi qui avait blockchainisé quelque chose comme 50 millions grosso modo d'equity on-chain. Là c'est en croissance du côté de Robinhood, mais c'est léger, il fallait quand même en parler, donc c'est chose faite, et on terminera par les ETF qui ont imprimé des inflows assez légers la semaine dernière. On a fini la semaine vendredi sur des outflows, que ce soit sur BTC ou Ethereum. Même si sur Ethereum, on continue toujours dans cette rengaine de dire que les ETF Ether que Ether est plus fort que BTC, ça se voit même sur les ETF, ça n'a pas changé. Les inflows sont plus nets et les outflows plus légers. Donc on a eu la même semaine, et pour une fois les ETF Solana qui sont intéressants, ne serait-ce que parce qu'ils ont été plus forts que d'habitude la semaine dernière, là où Solana se portait grosso modo pas si mal comparé aux autres, où ils montraient un petit peu de surperformance. On a eu un petit peu de FOMO sur les ETF Sol qui ont vu respectivement 10 et 15 millions le jeudi et le vendredi. C'est quand même à souligner parce que d'habitude on oscille plutôt entre 1 et 5 grand max. Donc petit à petit l'oiseau fait son nid même du côté des ETF Sol, et je le répète, ici on ne voit que un ETF Solana qui a des frais assez élevés, et il y a 9 autres ETF qui sont censés arriver d'ici la fin d'année si tout se passe bien. Hop. Tout à fait. Il y a un commentaire de Dragfox qui est intéressant parce que je me suis déjà fait attraper la veste pour ça. C'est vrai que les futurs sont des achats ou des ventes en cas de liquidation, c'est ça? Oui, mais c'est que du coup on comparait les volumes. Et on peut pas comparer des volumes de futurs et des volumes de perp. Parce qu'il y a juste l'effet de levier. Du coup, on peut pas comparer les deux. Ce serait comme... en fait, il faudrait comparer les ETF
C'est comme si on comparait le spot BTC au futur de BTC, mais du coup il faudrait comparer par exemple un truc comme le CME du côté de BTC si on voulait un peu avoir le côté futur Stradi. Ça doit pouvoir se trouver, je vais regarder les volumes sur les futurs BTC CME, mais là on parlait vraiment des volumes et pas... je disais pas que c'était pas des positions réelles, c'est juste que c'est les volumes qui sont plus élevés parce que le levier existe tout simplement. Ok, très intéressant. Pendant que tu cherches, moi je continue. Donc on a Kalshi, pardon. Je sais pas si vous connaissez Kalshi, c'est un concurrent à Polymarket. Sauf que eux, ils y vont à balle en communication. Je sais pas si vous avez vu passer leur grosses vidéos, prédictions, tout ça, ça avait fait beaucoup parler d'eux. Là, ils ont Donald Trump Jr. en strategic advisor. En fait, ils savent très bien que Polymarket est un géant. Et ils mettent bouchée double pour les flips. Ce que je trouve intéressant, voilà, c'était à suivre parce que les prediction market, ça reste un très gros narratif. Et que Kalshi est un très gros acteur. Faudrait que je regarde un jour la part entre les deux. Mais ça serait intéressant. Ensuite, on a Jupiterland. Alors, on va aller sur Défilama directement. Jupiterland qui est du coup la version de lending de Jupiter sur Solana. Avec Fluid en dessous, donc c'est Fluid qui gère toute l'architecture, la structure. On a beaucoup parlé dans l'interview avec Fluid cette semaine justement, qui sortira et qui est un pur banger, hein, vous allez adorer. Et du coup on a, alors là j'ai inclus les borrows, j'aime pas inclure les borrows. On a 500 millions enfin 460 millions en TVL, je trouve ça très intéressant, surtout que, en fait, si vous regardez Kamino qui a un peu tout le marché sur Solana, du lending borrowing. Ce qui est assez intéressant quand on va sur Kamino, c'est que déjà, ils se sont fait... En fait, c'est eux qui ont perdu un peu d'argent. Voilà, il n'y a que des sorties sur Kamino tous les jours en ce moment. De plus en plus d'ailleurs. Et pourquoi ? Parce que le plus gros de leur TVL, il est en Jupsol, il est en JLP. D'ailleurs, il y avait plus que ça avant. Hein. Donc c'est ça qui est vraiment sorti. On peut le voir, vous savez, sur Défilama, c'est hyper intéressant. Vous allez là. Bon, ça, c'est un truc pour nerd. Hein. Tac. Là, voilà, vous voyez que le plus gros, c'est du Jupsol, c'est du Jupsol. En fait, c'est comme c'est des tokens qui sont liés à Jupiter. Avant que Jupiter n'offre du lending borrowing, ils étaient chez Kamino. Maintenant que Jupiter offre du lending borrowing, on peut aller faire un tour, hein, ils vont bouger sur Jupiter, bien évidemment. Ce qui est très malin. Et je pense que, comme il y a encore beaucoup, il y a environ 1 milliard encore. Ouais, il y a un bon milliard encore en Jupsol et en JLP. Je pense que Kamino va slow bleed en TVL pendant un petit moment. Et peut-être un jour qu'on verra Jupiter faire face à Kamino à égal, quoi. Voilà, donc c'est la plateforme Jupiterland pour ceux qui veulent savoir. C'est très intéressant, c'est très optimisé et dans l'interview vous verrez qu'en plus il y a des plans sur la comète là-dessus qui sont très intéressants. Voilà. Magnifique. Belle réussite. Hein. Oui. Jupiter qui devient vraiment énorme, genre aberrant. J'avais écrit un article pour Hawk et en fait j'avais dit tout ça et je m'étais rendu compte qu'en fait ils ont vraiment la vision d'être la super app de Solana. Genre le Google de Solana financier, parce que tu auras tout dessus. Et Jupiterland, c'était évident que c'était quelque chose à faire. En plus, ce qui est beau, c'est qu'ils split les revenus à 50-50 avec Fluid. Donc en plus, c'est hyper fair pour les deux. Je trouve que c'est vraiment très très cool. Et on a aussi Maple, du coup, le Syrup USDC, qui est un des tokens majeurs de Jupiterland, qui est un des tokens que vous pouvez borrow avec le plus d'argent. Donc voilà, Syrup qui continue de se démocratiser un peu partout et d'être utile en DeFi. Nous, on aime ça. Voilà. Totalement. Hop. J'enchaîne du côté de BTC avec un post de Asher qui nous fait part un petit peu des inquiétudes des gens. Si jamais vous voyez ce genre de take sur X en mode le hash rate de BTC est dominé par 2 entités, je ne vais même pas les vérifier là dans l'immédiat, mais c'est plus pour vous donner quelques clés de lecture si jamais vous voyez ça et faire appel à votre esprit critique. Si jamais vous revoyez ce genre de choses, le hash rate de BTC qui serait contrôlé par 2 entités, le réseau serait contrôlé par 2 entités. Ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, des attaques, même si c'était le cas, ça reste excessivement cher, et que deuxièmement, même si les pools contrôlent 51% entre guillemets du hash rate, en réalité c'est pas le cas parce qu'ils contrôlent pas les machines et que les mineurs peuvent aller sur d'autres pools de minage, etc. Il y a un article de
Ah, j'avais un article, ah bah, il est juste en dessous, voilà, c'est l'article que Seb Gouspillou mettait en avant. Bah, c'est le sien, mais évidemment il va le mettre en avant, mais du coup il reste quand même intéressant par son contenu, où il revient sur 3 des grands dramas qu'on peut retrouver, dont notamment les critiques, les peurs sur les blocs qui sont, enfin pardon, les entités de mining qui détiennent 51% du hash rate. Si jamais ça vous intéresse, hop, je vous mets le lien. C'est toujours intéressant à lire et pas de panique du côté de BTC. BTC a bien d'autres problèmes à régler pour son avenir, mais sur la question des poules de minage, il n'y en a pas encore à se faire. C'est pas le problème le plus impactant. Tout à fait. Moi j'ai une petite news, alors Monad, on n'avait pas parlé depuis un moment, c'est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup donné de vie, enfin ils n'auraient pas beaucoup de manshare. On a Curve qui débarque sur Monad, alors Curve qui est quand même un protocole qui est OG en DeFi. Donc voilà, j'enterrerai pas Monad, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, je connais des bons projets qui sont là-bas. Mais il y a quand même beaucoup de doutes dans le fait de construire un écosystème alors que tout le monde en a un petit peu marre de bouger de blockchain. En tout cas, ça reste intéressant. Voilà. De voir des gros acteurs en tout cas bouger là-dessus, c'est quand même une preuve, à part s'ils ont été payés évidemment, c'est quand même une preuve intéressante. Autre chose, on a Gaëtan qui nous parle de Fusaka en cette fin d'année et qu'on a eu un pic sur les blobs qui est monté jusqu'à tout en haut de la capacité possible. Je crois qu'on le voit là. Donc ça, c'est le DeFi pour suivre un peu la consommation des blobs. Pour rappel, les blobs, c'est ce qui est nécessaire pour les layer 2 pour poster leur data sur Ethereum. Et on voit qu'effectivement, de temps en temps, alors ça dure pas très longtemps, on arrive à la limite des blobs. Ce qui montre qu'on a quand même de plus en plus de consommation. On le voit là quand c'est un peu plus lisse. On arrive quand même sur une hausse de consommation de blobs, ce qui est bullish, en tout cas pour l'utilisation d'Ethereum et donc de l'ADA. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de layer 2 et de consommation et d'utilisation de ces blobs. Donc voilà, c'est très cool. Moi, c'est une charte que j'aime beaucoup suivre. Je trouve ça très très cool de voir vraiment la vision d'Ethereum en Full HD comme ça. Je trouve ça très cool. D'ailleurs, en parlant de ça, on a Celestia qui eux aussi ont du coup c'est des concurrents à ces blobs-là qui vont sur le Succinct Prover Network qui permet du coup de valider toute la data qui passe. Je trouve ça très intéressant parce que Succinct, ça reste un gros acteur et c'est un acteur qui est très intéressant dans le sens où c'est les premiers à avoir un token dans le narratif ZKVM. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. Ça ne veut pas dire que ça va perpétuer. Je pense que personne ne comprend ce qu'est une ZKVM, mais surtout personne ne veut comprendre parce que c'est vraiment pas très intéressant. Mais ça reste des gros acteurs qui font du très bon boulot. Et du coup, le fait qu'ils sont en partenariat maintenant avec Celestia, c'est la preuve qu'ils sont intégrés à l'écosystème. Et tant mieux. Voilà. En plus, on les a reçus en interview. Si jamais vous voulez comprendre, c'était très intéressant. Absolument. Hop. J'enchaîne du côté de Hyperliquid. On va faire ça en 2 fois parce qu'il y a pas mal de trucs à voir. Il y a eu toutes les manipulations qui sont passées. Du coup, c'était le 27, c'était il y a 4 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosso modo, il y avait 2 pré-markets qui ont été entre guillemets attaqués, le WLFI et le XPL. Pourquoi ces 2 marchés-là précisément? Eh bien, c'est des marchés qui ne peuvent pas être backés à l'heure actuelle par du spot. Donc, c'est des choses qui sont illiquides. On ne peut pas se couvrir en spot si on est short, si jamais le prix monte, etc. Et juste, on se fait liquider et on est rect. Voilà, grosso modo. Ce qui s'est passé, c'est qu'une entité, alors j'ai pas vérifié parce que très honnêtement je m'en fiche, une entité qui pourrait être Justinson a en fait grosso modo acheté la totalité de ce qui était trouvable sur le perp à ce moment-là, de la liquidité en fait que vous voyez ici, si on met l'order book, voilà. Ce qu'il a fait, c'est juste qu'il a posé, là on voit il y a 2 millions, il y a peut-être un peu plus que ça, mais en gros il a acheté tout ce qu'il y avait à acheter. En termes de size, ce qui a fait monter le prix. Donc là on est sur WLFI, on est passé de 0,24 à 0,41 en une mèche. Sur le XPL c'était même encore plus violent parce qu'on est passé de 59 centimes à quasiment 1,80. Donc en fait il a posé quelques millions et le prix a juste spike et les gens se sont fait liquider, ce qui a posé des problèmes comme le mentionne Altoshi,
Parce que ça pose problème pour deux choses, notamment le HIP3 sur des markets qui ne sont pas backés par du spot. Des markets comme on a vu la semaine dernière, des produits perpétuels sur les rendements des bons du trésor, sur des actions tokenisées, des pré-IPO stocks, donc même des actions qui ne sont pas encore publiques. Il n'y a pas de spot pour ces actifs-là. Et ça pose un vrai problème parce que la manière dont Hyperliquid gère le prix des oracles dépend aussi de la source dont il peut tenir les prix. S'il n'y a pas de marché sous-jacent, ça veut dire que l'oracle, il est fait en fait maison. Enfin, grosso modo, il n'y a rien à l'extérieur qui peut nous donner un prix objectif, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur des pré-markets de tokens crypto en pré-market comme ça, qui ne sont pas encore live, mais qui sont disponibles ailleurs sur des SEX, grosso modo, ce que fait Hyperliquid, c'est qu'il va aller piocher un peu partout pour faire en sorte de stabiliser le prix de l'oracle et de pas juste être soumis à l'attaque de sa plateforme. Donc ça voudrait dire que maintenant, c'est ce qui est marqué à la fin, pour manipuler un Hyper Mark Price, donc c'est-à-dire le prix d'un marché pré-market sur Hyperliquid, il faudrait aussi attaquer sur les SEX Tier 1 et du coup déployer de la liquidité là-bas pour faire monter les prix en même temps. Donc ça demande aussi de la coordination, mais pour autant, à l'heure actuelle, c'est toujours pas une solution optimale parce que là on a parlé de... Franchement, je pense que là pour manipuler les deux marchés, il fallait quoi, genre 4-5 millions grosso modo dans les order books. Même si on va dans les pré-markets des autres listings sur les SEX, on peut à la limite doubler, etc. Pour une whale qui a vraiment de l'argent et qui a vraiment envie de faire chier les gens, ça pose toujours problème. On peut manipuler toujours, c'est compliqué. Enfin, pour les gens, c'est compliqué. Donc du coup, ils ont capé aussi le prix maximal du mark price. Donc c'est-à-dire que, alors c'est à x10, donc même x10 c'est beaucoup, mais grosso modo, si aujourd'hui il y a un spike dans le prix ne peut pas dépasser x10 pour éviter que les gens soient liquidés. Donc c'est toujours un peu bancal, très honnêtement, c'est, je trouve, problématique, parce que pour les marchés dont j'expliquais avant, les pré-IPO, les rendements, etc., qui ne sont pas backés, pas backables et ultra liquides, ça va poser problème, et la solution à l'heure actuelle, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois, à mon sens. Je dis pas que c'était pas nécessaire, mais je pense que ça reste encore limité. On verra ce que ça donne, mais Hyperliquid qui est toujours sous le joug de différentes attaques. Ça me semblait important de revenir dessus, puisque dans le même temps, on a Hyper-Ace qui a signé le top de Hyperliquid. Hyperliquid qui pourrait faire x126 d'ici 2028. Moi, je ne sais que dire. Moi, j'ai all-in tout mon bag, mais la vraie question que je me pose, c'est comment je me fais rembourser, parce que je me suis fait ouvrir, en fait, à cause de Arthur Hayes, mon bag est en perte. Mais en plus, c'était juste après, enfin, c'était dans cette phase-là, grosso modo, entre 45 et 50. Je suis un petit peu taquin, bien entendu, vous comprendrez que c'est pour l'humour. Néanmoins, la prévision de x126, faut l'assumer, hein, parce que, très honnêtement, même quand on regarde le détail du doc, parce que les gens ils ont retenu que le x126, quand on regarde le détail du doc ici, il y a des trucs, mais lunaire. Hein. Tu te demandes, mais comment est-ce qu'ils vont faire? Je pense que même Jeff, il a vu le tableau, il a dit, mais comment est-ce que je vais faire pour faire 258 milliards de revenus par an? Comment je fais ça? C'est juste pas possible. Donc, apprendre avec des pincettes, ce genre de take qui en plus arrive dans des périodes d'euphorie, des périodes d'euphorie. On était dans des jours où le marché s'emballait un petit peu et ça vient rajouter de l'huile sur le feu. Bref, faites attention bien entendu comme à chaque fois. Moi j'ai reposté ça en disant que lui, en fait il travaille pour son bac, tu vois. Il a un très très gros bac de hype, c'est connu. C'est comme Tom Lee avec ETH qui balance des takes à 18K ou à 13K. Ils travaillent pour leur bague, les gars, donc faites pas confiance à ces gars-là. Leur vision est cool. Moi je trouve que souvent la vision est très cool. Mais les targets, faut pas que ça rentre dans l'oreille. J'essaierai de doser. Est-ce que tu veux me... Je me suis fait allumer sur X en 4K. Attends, regarde-moi ça. Nunchi Trade qui est du coup du perp. Du perp sur Mega ETH. Et en fait, j'ai demandé un code à mon ami Fast Life. Et ils m'ont répondu seulement à Inverse Joe. Non. Voilà, exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel. Alors là, c'est... Bon, alors là, en vrai, c'est... Quelle folie furieuse, l'inverse Joe qui a plus de buzz. Non, mais c'est... Oh, waouh.
Oh, j'adore. Bref. Ah ouais, non, c'est incroyable. Putain. Bon, bref. Quelque chose de plus glorieux. Ah non, putain, c'est nulard en plus. On a oui, on a Eclipse. On a Eclipse Là, c'est qui. vraiment pas Ah ouais, glorieux. là, il est terrible. Hein. En plus, on a fait une interview avec eux. Je vais vous raconter 3 trucs. On a OX Liquidity, qui d'ailleurs a fermé son compte, hein, mais maintenant ses postes sont protégés et tout. Il s'est barré en tant que CEO. Il a claqué la porte, tout simplement. Et t'as Sydney qui a repris le rôle de CEO. Plus en plus, ils ont viré beaucoup d'effectifs parce que juste c'est une blockchain, enfin une layer 2 qui n'est pas du tout utilisée. Et nous, on a fait une interview avec eux. Et moi, j'étais sorti de l'interview, j'avais dit à toute l'équipe Decrypted, à Tom, tout ça. Franchement, ça me rend pas bouger du tout. Déjà, de base, j'étais mi-figue, mi-raisin. Mais alors, en parlant à Liquidity, je me suis dit, oh, j'aime pas. Oh, j'aime pas, il y a trop de red flags. Et d'ailleurs, big up à Magic War qui est tout le temps là sur les lives, mais qui est pas là aujourd'hui, il l'a dit tout à l'heure. Parce que je suis allé revoir l'interview et dans les commentaires, il y a Magic War qui énumère tous les red flags. Donc très 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 fort. Donc Eclipse, voilà, pourquoi je suis abonné à Eclipse d'ailleurs, je ne sais pas. Ça dégage. Ouais, ça dégage. Non, vraiment, ça dégage. C'est une merde. On a, en parlant de merde, non, on les aime bien, Base. On aime à peu près Zora. Après, on les aime bien. Moi, je dis pas le contraire. Hein. Mais tous les 15 jours, Jessie se fait taper sur les doigts pour des takes de merde, des trucs à la con qui se passent. Enfin, il nous fait quoi lui là? Non mais c'est. Il est trop gênant. En fait, il est tellement tout le temps bullish base que t'as envie de le taper quoi. Il est trop chiant. Il a aucun recul. Et là, il a fait n'importe quoi. Ouais, voilà, exactement, c'est un délit. Et là, il a fait n'importe quoi. Dis-toi, je crois que t'as pas suivi toi l'histoire. Est-ce que tu connais Sahil? Non. Ok, Sahil, c'est le mec qui est derrière la plupart des Celebrity Coins de 2024. En fait, il appelait Jason Derulo par exemple. Il disait, je te launch un même coin. Voilà. J'ai vu la vidéo de Cofizilla. De Cofizilla, exactement. Ouais. Donc en clair, c'est ça qu'il faisait. Il appelait, il disait, je t'offre 50 000 $, tu t'occupes de rien, juste tu balances ce tweet sans expliquer vraiment ce qu'il y avait derrière, le token, tout ça. Il le faisait et en plus, il ne les payait pas. Donc en plus, il rug et en plus, il paye même pas la personne. C'est pour ça que Jason Derulo a été lancé, Caitlyn Jenner a été lancée et il y en a plein comme ça. Donc Cofizilla, il a fait cette vidéo, ça a fait des millions de vues. Et des mois plus tard, Jesse se dit, tiens, si on onboardait Sahil sur l'écosystème Zora. Et je trouve ça fou. Et ce qui est trop drôle, c'est que quelques heures après, Sahil lance effectivement un token créateur et rug, tout simplement. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je trouve ça hallucinant. Et pour moi, c'est juste que en fait, il manque de créateurs, ils vont onboard n'importe qui, ils vont fermer les yeux, et je trouve ça assez terrifiant, honnêtement, de faire un truc pareil, alors qu'encore une fois, la vidéo a fait des millions de vues et que tout le monde est au courant que Sahil est un arnaqueur, quoi. Et d'ailleurs, il dit dans les commentaires, je le sais, mais il avait l'air sympa dans les messages et je lui ai fait confiance. Ouais, non, mais vraiment. Business is business. Tu sais pas combien de tokens j'ai encore lock dans la pré-sale, donc ça prendra le temps que ça prendra, mais j'onboarderai un max de gens jusqu'à la fin de mon unlock. Hein. Ah non, tu sais quoi, on veut le token part pas à 0 sans que j'ai pris mes bénéfices en fait. Donc non, c'est bon. Tu arrêtes tes conneries. Oh la vache, la gueule. Oh la vache. Oh non, putain, des fois, faut vraiment aimer l'écosystème avec des pincettes, hein, parce que putain, ça c'est vraiment la honte. Hein. Oh la catastrophe. Mais, surtout que Base, c'était un peu une réponse, c'est un peu le Solana, mais version propre, tu vois, il n'y a pas trop de rug, c'est fait bien et tout. Et là, juste, t'onboard un rugger de chez Solana, en fait, donc ouais. C'est horrible, terrible. Pas très malin. Attendez, on en a d'autres, hein, des fails. On en a eu beaucoup cette semaine. On a eu ce Sandbox qui licencie plus de 50% de ses effectifs. Alors quand vous voyez une news comme ça, quand on n'est pas en bear market, c'est que le truc est mort. Voilà, tout simplement, je vous le dis, c'est que le truc est mort. Et ils vont lancer un launchpad type Memecoin sur Base. Voilà. Donc The Sandbox dit le métaverse, c'est le futur, mais pas tout de suite. Le futur, c'est les launchpads de Memecoin. Bref. En vrai de vrai, est-ce que PumpFun n'avait pas trouvé le business model, hein? C'est peut-être ça le tweet. Hein. Je vous rappelle, un Sandbox, ça ressemble à ça. Hein. Hop. Oh putain, oui. Ah oui. Petit coup de log. Hop là. En log, ça passe mieux. Hein. En log, ça passe beaucoup mieux. On dirait presque bullish, hein. Franchement. Oh là là. C'est une vanne. Délu. Délu, complètement délu. Ah, tu veux du délu? Du vrai délu? Ouais. Alors là, celui-là, il est incroyable. On a la communauté Ethereum qui a lancé le Proof of Burn, le BETH. Le concept est incroyable.
Ça a été pensé des mois et des mois. En fait, ce qui se passe, c'est que tu envoies de l'ETH à eux. L'ETH, eux, ils vont le burn et ils te renvoient un token qui s'appelle le BETH. Ce BETH n'a aucune valeur, juste il représente à quel point t'es con pour avoir burn ton argent. Et il a le concept. Et tous les ETH maxi sont en mode ouah, la dinguerie, ça va être fou, on va burn tellement d'ETH parce qu'ils ont un kink avec le burning sur ETH, je sais pas pourquoi. Je trouve ça très très con. Alors, certes, tu peux faire des trucs intéressants entre guillemets dans le sens où tu peux faire voter avec des BETH, tu vois, genre tu prouves ta valeur, mais ta valeur c'est juste d'être con au point de burn de l'argent en fait. Ça demande à des particuliers, des gens qui ne devraient pas avoir ce genre de décision, de juste burn par culte. C'est du culte à ce niveau-là. Et je trouve ça terrifiant. Et c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout chez Ethereum et qui est pas lié à la fondation. Là, encore une fois, c'est communautaire. C'est vraiment la communauté Ethereum Maxi. C'est ce côté culte en mode on fera tout pour Ethereum quitte à perdre tout notre argent. Faut se calmer peut-être un petit peu. Bref, ça existe. Je pensais pas que c'était possible, mais ça existe. T'as pas envie d'avoir du BETH là tout de suite? Putain, Trop bien, j'ai tellement envie de savoir j'ai tellement envie d'avoir un token représentatif des frais que j'ai payés en Ether. Ça c'est clair. Oh là là, vas-y qu'on me renvoie tous mes ETH, hein, carrément, si tu peux les swap en Ether directement, moi ça me va. Hein. C'est... Quel intérêt. En plus, je précise, ça a été relayé aussi des fois malencontreusement, à tort ou à dessein ou pas à dessein, c'est pas la question, mais ça a été relayé en mode c'est la Ethereum Foundation qui l'a fait. Précision. Oui, c'est l'Ethereum Community Foundation ou Community Foundation Ethereum, je sais plus comment ça s'appelle. Grosso modo, c'est des chômeurs en slip comme vous et moi. Hein. C'est juste des mecs, ils savaient pas quoi faire de leur samedi, ils ont créé ça et c'est tout. Alors, donc ça n'a aucune valeur. Même la Ethereum Foundation, je pense qu'elle doit être un peu gênée dans ses bureaux. Donc, bon. Mais je suis pas sûr que t'aies compris, c'est pas les frais de gaz que t'as burn qui. Ah oui, c'est juste quand t'as burn tout court quoi. C'est juste quand t'envoies de l'ETH pour le. Ah oui, c'est tu fais une donation au ciel quoi. Ah d'accord. C'est un sacrifice. Ah, oui, d'accord. Allez, dans le pays des. Allez, super. On va parler d'Hyperliquid encore parce que du coup j'avais pas terminé les news. On va parler des trucs un peu plus fondamentaux entre gros guillemets. On a quand même Hyperliquid qui est à 46% des revenus d'infrastructure que tu mettais en avant sur X de toutes les blockchains cumulées. Donc plutôt impressionnant. Hein. De toute façon, on sait que Hyperliquid génère des thunes, mais que ça représente quand même la moitié des revenus des infras, donc toutes blockchains confondues. C'est zinzin, c'est complètement zinzin. Le business model est très très bon, bien joué à eux. Ensuite, du côté des validateurs, ils ont augmenté du coup le nombre de 21 à 24. Il y a notamment le validateur de Meria qui a été ajouté. Je dis ça parce que j'ai vu passer le tweet, je vous glisse l'info, vous en faites ce que vous voulez, c'est parce que je l'ai vu passer. On a aussi le HLP Fisher qui a été descendu à 1%. On était à 3% précédemment, on est passé à 1%. Pourquoi est-ce qu'il diminue le frais? Enfin, le partage de frais sur le HLP, c'est tout simplement parce que les volumes du HLP sont devenus tellement ridicules à l'heure actuelle qu'ils préfèrent juste mettre 2% de plus dans le buyback and burn, buyback and burn, dans le buyback, puisque pour le moment c'est pas burn, mais dans le buyback. Et aussi, tout simplement, il faudra voir ce que ça a comme conséquence sur le HLP. J'ai pas vraiment regardé si les rendements avaient un peu diminué. Étonné que les fees ont divisé par 3, je m'attends quand même à ce que les rendements diminuent par 3 aussi sur le HLP. Il faudra voir ce que ça donne du côté des rendements. Donc plutôt intéressant. Et les trucs sur les Hyperp, on l'a vu précédemment. On notera aussi sur Hyperliquid l'arrivée de quelques stablecoins en réserve. Pourquoi est-ce qu'ils ont des stablecoins en réserve? Eh bien, c'est depuis l'introduction des nouvelles paires, des paires notamment en USDT 0 sur le market spot de Hype USDT. On était à 41 000 $. Alors oui, 41 000 $, c'est une goutte d'eau dans les milliards de hype qui ont été buyback. Ça a un petit peu augmenté. Si on reprend rapidement l'adresse et qu'on regarde, on est passé maintenant à 70 000. Ça avance doucement. Il faudra voir comment est-ce qu'ils arrivent à augmenter. C'est une bonne manière de diversifier. C'est une critique qui revient de manière régulière et en plus de ça de manière justifiée sur le backing et des réserves de Hyperliquid qui ne sont pas en stable mais en hype. Ça permet de diversifier. C'est toujours assez léger. Faudra voir comment ils arrivent à augmenter cette part-là dans le futur. Et on a aussi
le teasing de Rabi. Il y a déjà sur Rabi les perfs qui sont traqués sur Hyperliquid, l'Hyper-EVM est déjà traqué, il reste pas 150 possibilités, on n'en a pas la confirmation, mais ça devrait être possiblement la même chose que ce que Phantom a fait sur le wallet, c'est-à-dire d'avoir les perfs directement intégrés à Rabi, qui permettront à Rabi de générer des sous, et je trouve ça très malin, ils vont copier ce qu'a fait Phantom, donc si c'est le cas, et si c'est vraiment ça, ce sera plutôt intéressant de pouvoir trader directement sur son wallet Rabi pour l'onboarding, etc. Pour les volumes, c'est plutôt intéressant. Hop. Tac. Donc ça, on est bon. Est-ce qu'il te reste des choses? Toi, il te reste plus rien. Il me reste juste à parler de Ethena X AAV. Du côté de Ethena, enfin plutôt du côté de Horizon, donc la partie RWA de AAV, on va introduire l'USDTB, donc c'est le stablecoin backé par des bons du trésor américain de Ethena. On a la synergie continue, il y avait eu d'autres choses auparavant aussi entre AAV et Ethena sur la partie lending borrowing, et cette fois on part aussi sur la partie RWA, donc c'est plutôt intéressant. Et normalement, je pense que j'ai fait le tour. Il y a le Glassnode tout en haut. Je crois que j'en ai parlé au tout début. T'en as parlé au tout début, peut-être? Ouais, je sais plus. Je vérifie. Hop. Si jamais vous avez manqué, il me semble d'avoir introduit le sujet, mais je ne sais plus. Ici, on vous montre on-chain, les profits réalisés sur les différents cycles crypto. La take du tweet de Glassnode, c'est de dire que les profits réalisés ont plus ou moins égalé, voire dépassé les précédents cycles, grosso modo. Maintenant, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pas forcément. C'est assez logique qu'il y ait autant de prise de profit. Encore une fois, c'est pas surprenant qu'on vienne bloquer à ces niveaux de prix. J'ai vu Dark Force qui parlait justement dans le chat de toutes ces whales qui vendent du BTC. Alors, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs, mais il y en a plusieurs qui vendent beaucoup de BTC pour Rota dans de l'Ether. Donc, ça vient expliquer la performance un petit peu plus légère. Enfin, ça vient expliquer, le but c'est pas d'expliquer, mais un petit peu de comprendre aussi qu'il y a de la rotation qui est en train de se créer. On voit, la semaine dernière, on en parlait déjà, on voit toujours des milliards qui sont rota de BTC à ETH, on voit souvent ces tweets passer. C'est pas pour rien, grosso modo, et ça justifie le fait que BTC ait un petit peu besoin de respirer, que BTC a fait une très belle course jusqu'à maintenant, que ce serait pas surprenant qu'à partir de là, d'autres choses prennent le relais. On retrouve ces schémas de rotation de liquidité qu'on avait un peu abandonné sur les dernières années, mine de rien, enfin les dernières années, en tout cas la dernière année plutôt. Et on revient à quelque chose d'assez traditionnel dans le sens du terme, de quelque chose que on avait vu en 2020, 2021, etc., etc. Il y a quand même quelque chose que je voulais noter dans le truc à Glassnode, c'est Willy Woo, qui est un très 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 grand influenceur, quelqu'un de très connu autour de Bitcoin, et qui dit que, en fait, là on parle des LTH, donc des long term holders, et que c'est à partir de 5 mois ou 6 mois, il dit qu'en fait tous les ETF rentrent dans cette partie-là, donc en fait tous les ETF qui ont été achetés il y a 5 mois rentrent dans la partie long term holder, alors qu'à l'intérieur du système, eux sont achetés peut-être par des personnes qui viennent de débarquer. Et donc, en fait, le terme LTH commence à être biaisé par ça, et je trouvais ça très intéressant, j'y avais jamais pensé. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Hein. Et du coup, peut-être que c'est plus vraiment pertinent de suivre ces données, en tout cas moins qu'avant, puisqu'il y a une partie qui n'est plus visible. On ne sait plus ce qui se passe une fois que c'est acheté un ETF. Voilà. Ah, c'est intéressant. Je trouve. Comme take, j'avais jamais pensé. Après, il y a d'autres trucs on-chain qui sont ultra intéressants, mais effectivement, j'avais pas pensé à ça. Donc ouais, pour les investigateurs on-chain. Très bien, et bien écoutez, on a terminé pour les news cette semaine. Hein. Encore une fois, beaucoup de trucs, beaucoup de choses qui se passent. Et toujours ultra intéressant. Hop. Tout à fait. Tu peux expliquer l'intérêt de voir la courbe en log? La courbe en log, c'est quand vous avez des très fortes disparités de prix, ça permet de lisser, entre guillemets, enfin de mieux appréhender des grandes variations de prix. Par exemple, si on prend le sand, en fait, le problème, c'est que si on prend le sand tout seul, et qu'on lisse pas la enfin, c'est pas qu'on lisse, mais quand on dézoome, en fait, genre la variation de prix là, elle est
elle est moins pertinente parce qu'en fait c'est écrasé par le fait que le sand a fait fois 20, grosso modo par le passé, tandis qu'en log ça nous permet un petit peu de voir un peu mieux. Ça permet de changer l'échelle et de mieux appréhender certaines variations, surtout quand les variations sont très très grandes, comme quand on prend BTC en très grande time frame, en monthly, weekly, etc. Si on se prend le BLX plutôt, hop, ça permet de lisser, enfin de mieux appréhender les hausses et de voir en fait que BTC monte de moins en moins, par exemple. Monte moins, monte vraiment moins, beaucoup plus doucement. Ça permet de faire ça, entre autres. Hop. Tac. Ok, écoutez, on va pouvoir faire un peu daté. Il y a Darkross qui me dit c'est pas sûr que les entités qui achètent du BTC pour ETF vendent aussi. Oui, mais s'ils vendent dans le même système entre eux, finalement ça ne rentre pas en circulation, et du coup on peut pas le compter comme un short-term holder. C'est ça que je disais. Oui, tu disais je disais pardon que est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais partager en plus de cette semaine ou pas du tout? C'est une bonne question ça. Je ne crois pas. Je crois pas avoir partagé beaucoup de choses. Non, je crois pas. Eh bien écoutez, hop, on va pouvoir passer, je pense, à un petit peu daté. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? De toute façon, on a commencé l'émission. Je refais un récap rapide pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission. L'idée, c'est de dire quoi? L'idée, c'est de dire que quand on regarde notre structure 3 jours, weekly, etc., pour s'inquiéter, il va falloir pousser un peu plus vers le bas, évidemment. On a toujours en weekly ces grandes structures-là, tac, on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Même à l'heure actuelle, d'ailleurs, du moment qu'on ne perd pas ce creux, alors ça dépend comment on se met. Si on se met en corps de bougie, ce serait de passer sous les 100 à 1000. Si on regarde les bougies, ce serait de passer sous les 98. Bon, peu importe, mais l'idée c'est qu'il ne faut pas reperdre ce creux, sinon en fait ça viendrait vraiment casser la structure. Vraiment. En fait, ce qui se passerait en weekly, si on venait prendre ce lot-là et vraiment faire quelque chose comme ça, ça ne voudrait pas dire qu'on tracerait en ligne droite. Je pense pas que ce soit le scénario dans tous les cas, sauf si crash de marché, Black Swan, peu importe lequel. L'idée c'est de dire que si on prend ce lot, derrière, c'est plus compliqué d'imaginer retourner faire un ATH. Je dis pas que c'est pas impossible, je dis juste que c'est plus compliqué théoriquement. Et que derrière, on pourrait imprimer en weekly une structure de top où on viendrait faire un higher low, un lower high plutôt, à partir de ce plus bas créé ici. Et inverser, pardon, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer, pardon, créer une structure beaucoup plus long terme de retournement, comme on l'a fait en fait par ici, grosso modo, où on crée un premier top assez grand, enfin dans une time frame assez grande, on vient même chasser ce lot là, et ensuite on a juste une chasse ici au-dessus de ces niveaux-là, une réintégration, et à partir de ce niveau-là, on vient vraiment imprimer une structure en weekly, et c'est des structures qui prennent des semaines et des semaines à se mettre en place. C'est pour ça que même si le top de cycle devait être là, dans tous les cas, c'est là, les gens qui en parlent, c'est une chasse à celui qui va avoir raison en premier et dire « je vous avais dit, c'est le top de cycle, c'est le top de cycle ». Pour le moment, la seule chose qu'on a, c'est une uptrend, que ce soit en 3 jours, en weekly, même si on voit bien sûr la sous-performance de BTC, certains diront qu'on arrive dans les timings de fin de cycle. Bref, c'est tout à chacun qui voit midi à sa porte avant de tuer la peau de l'ours, comme dit l'adage. Bref, si on regarde un petit peu plus dans le détail, maintenant qu'on considère toujours la structure comme une structure haussière, en tout cas dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il nous reste à visiter? Bon, sur BTC, on est dans une tendance baissière. Pour le coup, depuis qu'on a recassé ce range à la baisse ici, il n'y a pas grand chose qui tient. On se fait rejeter par la 1 heure. Ici, donc c'était la conférence de Powell, on se fait une petite euphorie, disons, une grande bougie bien grosse, on crée un beau fair value gap, et ce fair value gap ne nous sert pas de support.
on continue à se faire rejeter par nos moyennes mobiles court terme, que ce soit la 1 heure, ici on s'est fait rejeter par la 4 heures, on se fait même rejeter par tous les fair value gap qu'on est en train de créer, toutes nos imbalances. On se fait rejeter ici en 4 heures, ici on ne tient pas notre fair value gap à la hausse, donc on passe en dessous, continuation baissière. Ici on vient combler un déséquilibre qu'on avait autour des 110. Pareil, on remonte légèrement, mais on se fait toujours rejeter par le H1, donc notre tendance court terme. Donc, jusqu'à preuve du contraire, à court terme, on est toujours en tendance baissière. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, on peut rester en tendance baissière un paquet de temps, vu que la tendance court terme va définir ce qui se passera dans le futur. C'est-à-dire que si notre tendance court terme elle continue à se faire rejeter, dans ce cas-là, on viendra break tous les supports, les lows, etc., etc. Dans les zones à surveiller sur BTC plus bas, parce que là pour le moment, même à l'heure actuelle, même sur un pump sur BTC, c'est extrêmement compliqué d'être particulièrement haussier dans l'immédiat, parce que si on se met ne serait-ce qu'en 12 heures, ici on a toujours un gap, une zone de déséquilibre à combler ici autour des 111 500, ça correspond peu ou prou à notre tunnel H1. Ici, on a toujours notre tunnel H4 qui est orienté à la baisse. Donc, encore une fois, pour invalider là, à l'heure actuelle sur BTC, la tendance baissière, il faudrait reprendre ce high, venir peut-être taper contre notre H4, récupérer les imbalances et ensuite peut-être imprimer une structure quelconque qui viendrait valider un higher low. En tout cas, c'est une zone dans laquelle on pourrait jouer un higher low, par exemple. Hop. Donc pour le moment, on est orienté à la baisse sur BTC, on va voir sur Ether c'est différent, mais sur BTC c'est toujours orienté à la baisse, et même sur des rebonds, c'est pas forcément des rebonds sur lesquels on a envie de se précipiter, du moment qu'on n'a pas cassé franchement ces niveaux jusqu'aux 114 000, grosso modo. Et à la baisse, encore une fois, on a toujours des zones d'intérêt qu'on a laissées plus bas, autour des... Autour des 106 000, on a un petit déséquilibre en 4 heures, et autour des 104 000, on a notre plus gros déséquilibre toujours en 4 heures, d'ailleurs ces deux zones-là coïncident avec le tunnel daily sur BTC, grosso modo. Donc, pour le moment, orienté à la baisse, pas grand-chose à signaler, on a nos zones en haut, nos zones en bas, faut voir ce qui se passe. Encore une fois, je précise aussi qu'on est dimanche. Les mouvements de week-end, c'est pas les mouvements qu'on préfère non plus, c'est des mouvements plus liquides, donc on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise demain. Là, encore une fois, on fait l'analyse dimanche soir, et les marchés ouvrent demain, enfin dans la soirée, pour les marchés perp, sur le SP500. Donc, sur Ether, maintenant, c'est un peu plus sain, disons c'est moins pire, grosso modo, parce que, hop, on est toujours dans notre tendance en H4 ici. On vient faire nos touchettes comme on l'a vu en début d'émission. On tient notre canal, hein, donc c'est une tendance haussière. Il n'y a pas vraiment de signe de retournement sur Ether. Alors oui, on va venir dire qu'on a pris des liquides, des stops ici, etc. et que c'est finito, on s'est fait manipuler. Dans l'immédiat, on reste en uptrend avec des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Maintenant sur Ether, très honnêtement, c'est un peu plus compliqué que BTC. Dans tous les cas, du moment qu'on n'a pas perdu les 4000 et qu'on réintègre pas cet énorme range de la mort, pas vraiment d'inquiétude particulière de mon côté. Tout ce qui est... En fait, plus on se rapproche des 4000, plus c'est une zone pertinente d'achat si on est haussier, même si, encore une fois, si on devait corriger davantage, on a quand même des zones qui sont plus basses, qui seraient envisageables. Le niveau des 4000 qui est un niveau évident qu'on avait déjà retouché. Très honnêtement, j'aimerais peu, c'est pas que j'aimerais peu, mais c'est que si on retourne vers les... et qu'on casse ce tunnel ici jusqu'à 4150, ce serait, je pense, rapidement pour aller chercher peut-être la FVG qui est sous le niveau des 4000. Ça m'étonnerait qu'on s'arrête à 4000 net quand on a un fair value gap qui est juste là. Et ensuite, on a d'autres zones qui sont plus basses, mais plus bas, c'est un BTC qui viendrait casser ces structures, plus de problèmes, en tout cas potentiellement. Donc dans l'immédiat, sur Ether, plutôt orienté à la hausse. Est-ce qu'il faut en acheter maintenant ? Je ne sais pas. La zone, elle est mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. Ici, à court terme, si on regarde, si on zoome,
on est rentré dans des zones un peu de range. On passe au-dessus de notre 1 heure, on passe en dessous, on repasse au-dessus. Ici, on a une petite zone d'incertitude. Très honnêtement, du moment que BTC n'a pas de direction claire, dans tous les cas, ça m'étonnerait qu'on ait un marché qui parte vraiment avec un Ether qui monte vraiment fort et qu'un BTC qui serait mou du genou, etc. Donc, dans les médias, plutôt prudence et on regardera ce qui se passera sur BTC pour ensuite voir ce qui se passe sur Ether. Encore une fois, si on est déjà positionné, il n'y a pas de problème à s'en faire. Enfin, il n'y a pas de problème à se faire dans l'immédiat, je pense. Tandis que sur BTC, il faut surveiller les zones. Sur Sol, on a un actif qui est particulièrement fort. On avait vu déjà la semaine dernière, du coup, au live dimanche dernier, que Sol avait cassé une espèce de range, grosso modo, contre BTC. Et on a retester nos différents moyennes mobiles. Alors, je pourrais pas vous dire spécifiquement laquelle, mais on est venu retester tout ce nuage de moyennes mobiles. Ça a été une zone de support, on s'est fait une petite frayeur et on repart à la hausse contre BTC. On a toujours ce niveau ici, autour des 0,023, grosso modo. Et Sol contre USD, on est toujours dans une tendance haussière. On a retesté lundi notre tunnel H4, donc on est toujours dans une belle trend haussière, pareil, pas de problème de ce côté-là. Si jamais on venait à corriger davantage, on serait très content de toucher les 190 peut-être. On a de l'imbalance à venir combler dans ces prix-là. Hop, on a une petite imbalance qui traîne en 4 heures autour des 192 grosso modo, et on a déjà comblé tout ce qui était autour des 198 sur lesquels on a eu une belle réaction, bien entendu, et ensuite à la hausse. Il me semble que sur Solana, on avait déjà vu qu'à la hausse, il n'y avait pas beaucoup de choses avant d'aller retoucher des zones comme les 270$, que ce soit en pivot ou en volume profile de ce côté-ci. Et sur Hype, pour terminer sur ces 4 majors, on a eu une belle surperformance pendant 2 jours, grosso modo, la semaine dernière, où il avait un petit peu repris contre le reste. Maintenant, on est toujours au-dessus de notre 4 heures, c'est une première zone intéressante sur laquelle on a envie d'acheter d'ailleurs, pourquoi pas. Maintenant, on est toujours en tendance, même si c'est assez léger, on est plutôt dans une consolidation, c'est difficile à dire sur ce qu'on est, mais le hype il n'est pas moche, la zone actuelle elle est intéressante, et si jamais on doit aller plus bas, on a évidemment, on a même de l'imbalance, je vois, hop, ici, hop, autour des 42 qu'on n'a pas totalement comblé. On a laissé un petit bout, donc ça pourrait être une zone aussi potentielle. Donc voilà pour les 4 majors. Grosso modo, on a un Ether qui se tient très très bien, un Hype qui se tient dans la moyenne, et qui se tient mieux, pardon, que pas mal d'alt. Si on regarde un petit peu le Hype contre BTC, on est haussier, il n'y a aucun problème. Hype Ether, on est dans un range, voire ici c'est un peu ambivalent, on est plutôt rentré dans un range. Hype contre Sol, on est toujours en trend baissière. Hop. Le prochain niveau, là dans les médias, ce serait le niveau des 0,18 sur Hype, qui était un ancien ATH ici. C'est une zone sur laquelle on avait trouvé du support, qui correspond aussi à notre tunnel daily ici. Donc pour le moment, plutôt positif pour le Sol contre le Hype. On a toujours une trend baissière. Donc plutôt intéressant de ce côté-ci. Et Hype contre le Total 3 qui nous a imprimé un beau W, donc le Hype qui pourrait superformer la majorité du Total 3. Pourquoi pas, de ce côté-là. On peut faire un tour du côté des indices, des alts, avec notamment le Others qui est littéralement flat depuis le début du mois. Grosso modo, depuis le 7 août, le Others n'a pas bougé d'un iota. On peut même dire que depuis le mois de juillet, ça n'a pas vraiment bougé, mis à part cette petite frayeur-là, mais grosso modo, le Others qui est rentré dans une phase de latéralisation profonde, on est toujours au-dessus de notre niveau pivot de ce range des 280 milliards. Dans l'immédiat, alors encore une fois, c'est pareil, c'est que pour le moment, les alts ont plutôt bien résisté
à la baisse de BTC. Si la baisse de BTC venait à continuer et qu'elle était couplée à une baisse d'Ether, ne serait-ce que temporaire, évidemment qu'on aurait des zones d'intérêt plus bas, ne serait-ce que le tunnel daily qui nous sert ici, qui nous a servi de support, qui sera autour des 268. Mais grosso modo, on a quand même des alts qui contre BTC résistent mieux. Hop, je vais zoomer ici. Donc Others contre BTC, tac tac. On a une uptrend légère, mais une uptrend quand même, c'est-à-dire que l'alt moyen du Others performe un peu mieux que BTC. Alors encore une fois, c'est le Others. Ça dépend de ce que vous avez dans le Others. Si vous avez un vrai shitcoin du top 2000, peut-être que votre chart contre BTC elle ressemble pas à ça, mais c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des charts qui ressemblent au mieux à ça contre BTC pour en fait mieux tenir et en fait moins subir la baisse. Et de toute façon, il vous faut des alts qui surperforment le panier moyen des alts. Donc voilà pour ça. Donc encore une fois, pas particulièrement inquiet non plus, mais juste on est dans une période un peu de flou. On a des zones d'intérêt plus bas, on a des zones d'intérêt plus haut. Pour le moment, on est plutôt orienté à la baisse à court terme, mais sur le long terme, on est haussier. Donc voilà grosso modo pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on aura cette semaine? Ça va être intéressant à suivre. On va attaquer le mois de septembre. Comme on l'a dit plus tôt, septembre qui est un mois pas particulièrement très bon historiquement. Est-ce que ça veut dire que septembre sera pas très bon? Je ne sais pas. On a la Fed, on va avoir le speech de Powell au milieu du mois, pardon. Ça va être intéressant à suivre. J'ai l'impression personnellement que la majorité des gens est relativement bearish par rapport à ce qui peut se passer avec Powell. Moi, je considère que Powell est relativement ouvert à des baisses de taux. Je lis beaucoup d'absurdités sur ce que Powell pourrait faire, que Powell ne baisserait pas les taux alors qu'il y a quand même une majorité de consensus qui va dans ce sens-là. Je trouve que le sentiment retail, disons, des gens en général est beaucoup plus bear que ce qu'il faudrait. Donc, je sais pas, les charts sont pas particulièrement baissières, on est juste dans une correction, dans une tendance haussière. Les gens sont pas habitués à des tendances haussières saines, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles font pas x10 en un mois et qui font pas diviser par 10 le mois d'après. Là, on est juste sur des alts qui, petit à petit, posent les bases. On est rentré dans des phases de range. Certaines d'entre elles performent mieux, certaines d'entre elles sous-perf. Et j'ai envie de dire que c'est la représentation de la complexité des alts, c'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier que son alt est dans le jus, etc., qu'il y a peut-être des trucs qui se portent mieux. D'ailleurs, plus tôt dans la semaine, je montrais sur Discord le secteur Solana qui commençait à performer mieux que d'autres secteurs. Bon, j'ai pris en exemple l'IA, mais il y en a d'autres, des secteurs qui sous-performent. Tac, je peux vous le montrer rapidement. Tac. Tac. On avait ici le secteur Solana, que vous voyez en rose. Est-ce que je peux zoomer peut-être un petit peu pour vous faciliter la tâche? Hop. Par exemple, on a le secteur de l'IA qui, lui, depuis le mois de mai, est en downtrend, tandis que, qui est vraiment en downtrend pour le coup. Depuis le top de mai, il n'y a pas grand-chose. Tandis que du côté de Solana, ici, on avait tenu un support, on est même en uptrend, on a fait un beau W sur le secteur Solana, composé de Jupiter, Radium et de ces autres choses-là, tandis que du côté de l'IA, c'est un peu plus mou du genou. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme message? Voilà, des pavés de Darkfrost. Oula. que je lirai. Je suis d'accord avec Darkfrost, même si j'ai pas lu le grand message. Je suis sûr qu'il dit vrai. Marché US en jour férié demain. Oups. Bon, ça attendra lundi ça attendra mardi pour l'ouverture du marché. Tac. La saisonnalité. Voilà, comme le dit Barn, février super mois. Cette année, on a fait moins 17%. Mon avis sur la saisonnalité, de tous les cas, vous la connaissez. Mon avis sur les cycles, de manière générale, vous le connaissez aussi. Que de toute façon, je sais déjà pas de quoi est fait demain et que essayer de deviner ce qui se passera dans les 3 prochains mois me semble bien complexe. Si, je l'ai vu passer. T'as vu les commentaires? Ça divise, hein.
Ça divise. J'ai vu que c'était pas unanime. Je pensais pas que ça diviserait autant. Où est-ce qu'il est? Luis Dut. C'est pas ça. En fait, les gens sont matrixés et ils ont raison en partie parce que moi aussi je l'ai vécu en 2020-2021. C'est que tout le monde disait aussi que c'était institutionnel, que c'était le super cycle. Il y avait Suzu, tu sais, qui balançait à fond ça, le fou du bus. Et du coup, ils se disent, là c'est pareil, tu vois, parce qu'on est en fin de cycle et les gens aussi pensent la même chose. Et tu vois, je comprends qu'ils se disent ça. Après, je suis pas d'accord. Je pense qu'on a 2 itérations et que c'est compliqué de juger avec 2 itérations, surtout qu'on a vraiment eu un cycle différent pour le coup. Techniquement, on a 3 itérations, mais même 3 itérations, de toute façon, ça ne permet pas de faire, des statistiques. Hein. Enfin, des trucs qui se passent 3 fois dans une vie, c'est assez commun. C'est pas pour autant que ça permet de savoir que la 4e, ce sera le cas. C'est ça. Et mon plus grand drame, ce serait que les gens aient raison et que ça se passe une 4e fois et que du coup cette idée perdure. Mais si c'est le cas, en fait, c'est que c'est pas antinomique. Il faut comprendre qu'on n'est pas en mode ça ne peut pas se passer, mais on est plutôt en mode c'est pas sûr que ça se passe comme ça. Et partir du principe que ça se passera de la même manière que ça s'est passé dans le passé, en fait, c'est. Je lisais le livre de Douglas. Je vous en ferai une vidéo bientôt d'ailleurs. À chaque semaine. Ouais, c'est vrai. Et j'ai jamais le temps. Faut que je reprenne mes notes, faut que je les trie. Ça demande un temps de zinzin. Et il y a d'autres trucs à faire en ce moment. Bref. Ce qu'il dit dans son livre, c'est que quand vous avez une idée, quand vous avez une vision du futur, etc., que vous vous êtes déjà mis des œillères, en fait, vous n'allez pas vouloir et vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte des autres opportunités qui se passent. Je vois des gens qui disent dans le chat, ça y est, c'est le top de cycle. Si dans votre tête, c'est le top de cycle, c'est-à-dire que tous les retournements que vous allez voir haussiers, vous allez être en mode, non, je les prends pas. Je considère que c'est baissier parce que je me suis mis dans la tête que c'est baissier et je considère qu'on arrive en fin de cycle et donc du coup, je ne peux plus spéculer à la hausse. Vous avez le droit de le faire. Mais le spéculateur, il doit être capable de juste ne pas avoir une vision tunnel et de regarder ce qui se passe objectivement. Et évidemment, vous allez avoir des convictions. Je dis pas qu'il faut pas trader sans conviction parce que sinon on peut pas trader si on n'a pas de conviction. Mais il faut quand même rester un peu plus ouvert à l'idée qu'on peut avoir tort, que ça peut se passer différemment et que si le cycle de 4 ans était quelque chose de si simple, je pense que ce serait pas une bonne idée de s'en remettre à lui, mais pourquoi pas. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, le but c'est pas de vous dire quoi faire, mais d'élargir les horizons d'esprit. Ouais, et puis tu vois, j'ai jamais dit. Il y a beaucoup de gens qui ont interprété mon tweet comme je suis pour les super cycles. Genre, je crois que ça va être un super cycle. Et c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit attention au cycle. Et faites à la fin, il y a marqué faites plutôt du trading, tu vois. Ayez je t'ai fait honneur. C'est des trucs que Ponzi m'a appris, que Casper m'a appris, que toi tu m'as appris. C'est suivez plutôt les tendances plutôt qu'avoir des convictions un culte. Et bizarrement, les gens ils arrivent pas à comprendre ça. C'est soit t'es pour les cycles, soit t'es pour le super cycle. Il n'y a pas d'entre-deux de je fais sur le moment à l'instant T selon ce que la charte me raconte. Et ça c'est fou. Hein. Et d'ailleurs, ça se trouve, on peut avoir les deux. Hein. On peut avoir et un cycle et un super cycle. Et en fait, il n'y a pas de. C'est pas binaire. De toute façon, c'est pour ceux qui sont sur Discord, je dis tout le temps la même chose, je dis que c'est pas binaire, mais parce que c'est vrai, c'est pas binaire. Tout est une putain de question de contexte. Donc, c'est jamais binaire. Donc là, voilà, et c'est intéressant. En fait, c'est des discussions qui, en tant que telles, servent à rien, parce qu'en fait, la conclusion à la fin, c'est que personne ne sait rien. Et que le gars qui ose vous dire que 2025 ressemblera à 2021, à 2017 et à 2013, en fait, il vous prend pour un jambon. Hein. Grosso modo, on va le dire. Ça va peut-être pas plaire. J'ose dire les termes. Je le dis. Il vous prend pour des jambons. Donc, à un moment donné, c'est une tentative de rationaliser quelque chose qui est par nature imprévisible, qui est un marché financier. Et ça fait plaisir de se raconter une histoire, de se dire qu'on vendra le pic au top parce que on a lu l'avenir et que on sait que ça se passe. Non, il faut arrêter. Et en fait, c'est quand je le raconte. Normalement, quand vous le disiez à voix haute, quand vous dites à voix haute, vous devriez vous rendre compte que c'est n'importe quoi en fait. Et juste le dire à voix haute, généralement, ça doit vous faire exploser le cerveau. Bref.
On va pas aller plus loin dans le débat. Il y aura un super cycle. BTC va $1 million d'ici la fin de l'année. Et comme je suis le premier à l'avoir dit, vous devriez tous me sucer le chibron si j'ai raison. Voilà, faut le savoir. Hein. C'est noté. Bref. Si jamais vous avez des questions pour terminer l'émission, n'hésitez pas. On arrive à 1h45 d'émission. On a vu plein de trucs. Ah oui, je voulais retrouver d'ailleurs les baisses de taux. J'essaie de retrouver ça rapidement. Hop. Parce que c'est pareil, il y a la théorie entre guillemets des. Parce que ça c'est pareil. En fait, ça va à la fois alimenter un scénario haussier et un scénario baissier. C'est qu'en fait, dans les prévisions. Dans les prévisions de baisse de taux, on est en mode les taux pour 2026 on a genre 3-4 baisses de taux en 2026. On va dire c'est par exemple ça. Voilà. Et en fait ça c'est basé aussi sur le CME là. Non, c'est pas celui-là, c'est le Fed. Hop. Ça. C'est basé sur les prévisions, mais pour l'année 2026. Le problème, c'est que les prévisions pour l'année 2026, elles n'ont aucune vraie valeur. C'est juste, on est en mode, en 2026, d'ici 2026, on va perdre 2,5 points, 3 points de moins sur les taux. Et du coup, par nature, c'est bullish. Non. En fait, encore une fois, c'est pas binaire. C'est à la fois, ça peut être bullish, parce que si ça se trouve, en fait, il y a deux mondes. Si ça se trouve, on va arriver dans un monde où l'économie va bien, on a des baisses de taux et on a l'inflation qui va très bien. Et si ça se trouve, on rentre dans un cycle qui sera plus long et qui va s'étendre peut-être sur 2026. Ou alors, ces baisses de taux-là, elles vont être dans un environnement de marché qui sera négatif, dans une économie en récession. Et dans ce cas-là, ce sera tout le contraire et on sera dans un bear market quelconque sur 2026, sur 2027, plus si affinité, que sais-je. Donc, c'est pour ça que les mêmes datas, c'est même pas ça, c'est les mêmes prédictions, peuvent avoir exactement les deux scénarios opposés, et fondamentalement, les gens qui défendent les deux ont raison, c'est juste qu'il n'y en a aucun des deux qui sait. C'est tout. Il n'y a pas de... C'est tout. Voilà. Et il faut l'avoir en tête, en fait. C'est toujours ça. Il y a des gens, ils se chamaillent contre des datas, contre des trucs, où en fait, les deux ont raison. C'est juste que les deux essayent d'avoir raison le premier avant l'autre. Et c'est ça la magie de la finance. Bref, c'est ça. ETH avant le halving, les mêmes qui peuvent en premier, c'est déjà la différence dans les autres cycles. Si on rajoute un petit peu la bêtise qu'on a eue sur les mêmes coins, évidemment que ça aide. Et puis tu regardes, c'est ce que je disais dans mon tweet, tu regardes juste la chart BTC, Total, ce que tu veux, c'est tellement pas la même chose. Et c'est ce que disait, c'est Ponzi qui m'a fait réaliser ça. C'est vraiment pas la même chose. Mais de toute façon, il y a rien de similaire, c'est juste on essaye toujours de retrouver un peu de sens dans ce qu'on fait. Fondamentalement, il n'y a pas plus dur comme passion, comme métier, comme passe-temps de spéculer, parce que fondamentalement, c'est gérer l'inconnu en fait. On traite dans l'inconnu, on gère les inconnus tout le temps en permanence, et on essaye de le rationaliser alors que ça ne sert à rien. C'est comme vouloir chercher des explications à tout, à chaque mouvement, pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça vous dessert parce que en fait, le marché rend fou. Si on essaie de tout rationaliser, le marché rend fou, tout simplement. C'est ça. Exactement. Écoutez, on arrive sur ces belles paroles en fin d'émission. 1h45, ça me semble être une émission très correcte. Par quoi est-ce qu'on peut finir ? Que le mois de septembre sera un mois décisif. Qu'il y a un super cycle au mois de septembre, mais un bear market au mois de novembre. Et puis quoi d'autre ? Que évidemment on surveillera Powell d'ici le milieu de mois. La décision en tant que telle, elle est relativement... Enfin en tout cas les probabilités et les prédictions sont relativement alignées dans plus de baisse. Si par contre on n'a pas de baisse, ce sera une mauvaise surprise. Si on a une baisse, c'est possible que ce soit une bonne nouvelle parce que les gens sont quand même vachement bearish, je trouve. En tout cas, c'est un avis perso. Comparé à ce qu'on peut trouver comme probabilité, comme prévision, etc. Et puis, on ne sait pas de quoi est fait le marché après-demain, donc venez pas nous demander où est-ce que tel crypto sera le mois d'après parce qu'on n'en sait bien rien. Et comme d'habitude sur Discord, on vous fait ces mêmes analyses beaucoup plus, de manière journalière, déjà sur les options ici de mon côté, plein d'autres trucs quand on a des trucs intéressants à vous partager. Le but c'est de vous faciliter le boulot
de manière générale. Et comme d'habitude, je terminerai, j'ai oublié de le faire en début d'émission. Si jamais vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner sur la chaîne où vous êtes, que ce soit sur Decrypted ou sur le compte X de Decrypted. Ça nous fait extrêmement plaisir, ça nous soutient. Et je laisserai terminer Joe avec les mots de la fin. Au mot de la fin, là, cette semaine, c'est pas passé grand-chose. Bah écoutez, merci d'être venu, encore une fois. Faites attention à vous. J'espère que vous continuez d'apprendre des trucs, c'est ça qui est important, continuez d'apprendre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. J'espère qu'il se passera plus de choses sur le marché et qu'on pourra avoir une direction un peu plus claire. Et clairement. Eh bien écoutez, prenez soin de vous, profitez de votre fin de dimanche, la rediffusion pop dans les 2 prochaines heures si tout se passe bien. Et on se retrouvera la semaine prochaine en live, en vidéo, sur X, sur Discord comme d'habitude. Prenez soin de vous, profitez de votre semaine et bon courage à ceux qui font leur rentrée d'ailleurs, pour les étudiants qui nous regardent, peu importe. Et profitez de votre temps, c'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao les gars.